Allô, allô. Ça y est, on est de retour. Normalement, j'espère. J'espère que tout le monde. On s'entend tous normalement. Est-ce qu'on s'entend, nous? Michael et Benjamin, vous m'entendez? Oui, Parfaitement. nickel. Cool. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai redémarré. Ça c'est. Voilà. Je sais pas. Il y a eu un gros bug. Il y a eu un gros bug. Bon, on va repartir de là. C'est pas très grave. Alors attendez. Hop, je rebranche juste deux, trois petits trucs. Gros bug. Bon, on va repartir de là. C'est pas juste deux. Voilà. Voilà. Que je vois un peu le chat. Sinon, j'entends rien. Oui. Alors les gars, excusez-nous. Désolé, désolé. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, moi parfaitement de mon Oui, côté. donc Michael, moi je t'entends bien. Je pense que tout le Oui, monde. pareil. Voilà, Benjamin aussi. Alors je vois avec le chat si on est OK. Quelqu'un peut juste me dire si on s'entend, vous m'entendez. Alors attends, peut-être qu'ils ne m'entendent pas. Je vérifie. Est-ce que j'ai bien tout le micro fonctionne? On Ouais, c'est t'entend, bon. on entend. Cool. Ah désolé, petit bug de machine. Alors là, vraiment incroyable. On venait de faire le test juste avant, quoi. Une heure avant. Petit bug de machine, absolument incroyable. C'est pas grave. Salut, salut tout le monde. Je suis pas content d'être en ligne. Même s'il y a ce petit stress du petit bug, mais c'est pas grave, on est de retour. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que ce soir, ce qu'on fait, c'est que on fait un petit passage de relais entre Mickaël et Benjamin. Alors, petit passage de relais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, Mickaël a fait de la modée, il a bien bossé sur sa modée, il a essayé de respecter une certaine topologie pour la modée de manière professionnelle. Donc en gros, avec une modée propre pour que un setupper quelconque puisse faire un setup. Et il se trouve que ce n'est pas un setupper quelconque qu'on a avec nous, c'est Benjamin. C'est Benjamin. Et du coup, Bonjour l'idée... à tous. Salut Benj. Et donc l'idée, justement, c'est de s'en parler un peu. C'est de se parler un petit peu de ça, quoi. Voilà, quel genre de modé t'attends, voilà, un petit peu, qu'est-ce qu'on attend pour faire un bon setup derrière. Nous, on veut pouvoir l'animer un petit peu dans tous les sens. Donc du coup, on a Cyril aussi qui est avec nous et donc du coup, lui, il va vouloir faire des mouvements de pattes, des mouvements de tête. Il va peut-être après vouloir bouger la bouche, etc., etc. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, on espère et donc du coup, il faut qu'on imagine avoir un setup qui puisse répondre à tout ça. Pour faire tout ça, il y a plein de contraintes et on va un petit peu s'en parler ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager déjà l'écran. On commence peut-être par l'écran de Michael avec la modée. Oui, oui, bien sûr. Alors, juste un instant, Vas-y, je t'en pour prie. que j'arrive à me présenter l'écran. Alors, j'ai eu un petit souci tout à l'heure. J'ai eu un beau plantage des chaumières, comme d'habitude. Voilà, le classique chez Autodesk et consorts. Ouais. Donc les modifications que j'avais faites un peu à la volée ont été réduites à néant, donc j'ai rattrapé autant que j'ai pu. Bon, bah écoute, Donc ok. voilà. Mais c'est pas grave, tout va bien. Alors, qu'avons-nous là? Donc là, par rapport à par rapport à la semaine dernière, j'ai un petit peu avancé, même en étant quand même bien dans le coltard. Oui, parce Euh, que je vous rappelle que Michael avait le Covid. voilà, exactement, exactement. Donc là, j'en suis vraiment sorti en termes d'épuisement, de fatigue chronique aujourd'hui, quoi. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, Donc tant voilà. mieux. Après, on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais pour l'instant, on va dire que j'ai pas eu de gros coups de mou Et la petite famille, ça aujourd'hui. va? Bah ça va, ça va, ça D'accord. va. Eux, Bon, c'est ils le ont la patate, donc tout va bien. principal. Alors, de ce qui s'est passé, donc j'ai refait quelques petites modifications, notamment donc au niveau de la création de la bouche à l'intérieur. On s'est arrêté, on n'avait pas du tout ça. Donc là, c'est le genre d'élément qu'on peut avoir à générer en fait pour pouvoir créer donc une cavité buccale et puis les cavités orbitales au niveau des yeux. Alors, Donc ça, ce sont des choses qu'on ouais, ça c'est vraiment pour quand il va ouvrir la bouche, quoi, pour que il se passe quelque chose à exactement. l'intérieur. Voilà, qu'il y a quelque chose à l'intérieur, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, on aura aussi les dents, hein, c'est ça, hein.
Exactement, donc gencives, dents, langue, séparément. Donc voilà, et puis bien sûr les yeux, hein, qui sont là, qui vont nous permettre de diriger un petit peu le regard plus facilement. Donc voilà. Et puis donc il y a eu un travail sur la topologie. Donc on est sur quelque chose de relativement simple, il n'y a pas énormément de choses. Je suis resté assez neutre pour justement pouvoir répondre assez facilement, assez aisément aux demandes que pourrait avoir Ben. Donc, on se connaît pas professionnellement, et donc je ne connais pas les besoins, en tout cas, ou les petites marottes qu'il peut avoir dans sa façon de travailler. Parce que j'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'universalité, hein. Il y a des règles qu'on va pouvoir retrouver. Ouais, c'est ça. En revanche, en fonction du setupper, en fonction du rigueur et de celui qui va animer, bien sûr, on va adapter le modèle en fonction du besoin et de quelques tests. C'est pour ça qu'il y a souvent des allers-retours quand même Ouais, tout à fait. entre les différents steps, hein. Voilà. Et donc voilà, et donc normalement, voilà, et puis donc on avait retouché un petit peu les UV, parce qu'on en avait parlé un petit peu sur une des parties. Donc là, je n'ai que la moitié qui est visible, parce que j'ai dû refaire un mirror rapido. Ouais. Mais normalement, logiquement, bon voilà, je devrais avoir une moitié et une autre. Oui, tu vas avoir les deux parties, ouais. De chaque côté. Donc là, par rapport à Nico qui est notre texture artiste, on avait évoqué le fait de faire plusieurs UDIM pour pouvoir vraiment séparer sur différentes textures le modèle et pouvoir avoir un maximum de qualité en termes de pixels pour tout le personnage. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été fait, qui avait été fait un peu en amont là. Et bon, il faudra que je rattrape un petit peu le coup qui est parti un peu en cacahuète, quoi. Voilà. Ouais. Mais rien de bien méchant, rien de bien grave. Donc là, logiquement, on a ces découpes, on a le corps séparé des pattes, donc patte avant, patte arrière, le cou qui est ici, et la tête. Donc la tête, comme c'est un élément central dans l'animation, quelque chose qu'on va vraiment cadrer très souvent, on a pris le parti en fait de la mettre en avant sur un seul UDIM, Ouais. notamment avec les oreilles. Ouais, ça c'est à la suite d'une discussion qu'on a eue. Salut Scart, ça fait plaisir que tu reviennes. Désolé, on a eu un petit problème technique. Oui, ça fait, ouais, on a eu une discussion en fait entre nous cette semaine avec Mickaël et Benjamin sur le fait de se dire bon, on sait très bien que l'animal est couvert de poils. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que toute la partie du corps, elle aura donc pas mal de poils, moins sur la tête, parce qu'on a regardé un petit peu le museau autour des yeux, il y a plein de choses qui ont moins de poils. Donc au final, on a pris le parti de faire un UDIM complet sur la tête et un UDIM complet sur le corps. Enfin, même, je crois que tu as divisé plus que ça, hein. Tu as fait les pattes séparées et le corps séparé, hein. C'est ça, voilà, tout à fait, ouais, parce que de toute façon le corps prenait déjà pas mal de place, et donc on a les pattes qui sont séparées. Donc voilà, bon là vous voyez, hein, la tête, il faut que je fasse un petit flip en fait pour pouvoir recoller tout ça correctement. Salut Nico. Mais ça devrait se faire sans trop de soucis. On se fait un petit flip. Donc voilà, on a séparé les pattes, on a séparé le corps, il y a la queue avec le corps, et puis le cou qui est un morceau assez important. Et comme on doit faire certainement une bonne transition entre la tête et le cou, j'ai fait le nécessaire pour que le pixel ratio, c'est-à-dire la taille des petits carrés qui sont là, soit les mêmes entre la tête et le cou. D'accord, bah ça c'est par rapport au layout C'est ça, éventuellement. Bon après, c'est pas une des nécessités absolues vu qu'en fait, il va être vraiment poilu de chez poilu. Ouais, sachant que là, on voit que la moitié, on est d'accord. Hein. Ouais, pour l'instant, on ne voit que la moitié. Alors donc voilà, effectivement, à cause de ma petite... Oui, c'est pas grave, mais fais ton flip maintenant, c'est pas grave, on a le voilà, temps, on est tranquille. Hein. Vas-y, fais ton flip, hein, pas de soucis. Voilà, petit... T'as fait quoi comme option pour tout coller? Alors là ici, en fait, tout simplement, je fais un flip ici comme ça pour séparer les deux parties. Ouais. Donc là, alors juste un instant pour vérifier que c'est bien du bon côté. Voilà, je travaille bien sur le bon côté, il n'y a pas de souci. Et puis en fait, ce qu'il faut faire là, tout simplement, c'est récupérer donc les parties communes, c'est-à-dire les edges, l'une par rapport à l'autre, et utiliser le stitch en fait. Donc, ouais, le stitch, absolument. C'est une structure automatique. Ouais, le stitch marche bien. Ça permet de gagner un petit peu de temps là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ça, je vais devoir refaire un petit unfold parce que ça avait été un peu la cata, mais bon, voilà. Ok, donc voilà, du coup là c'est pour expliquer un petit peu à tout le monde. Donc l'idée en fait des UV là et du layout qu'on va utiliser, hein, pendant que tu le fais, j'explique en même temps.
c'est tout simplement comme l'animal est totalement symétrique hein, pour l'instant, du coup, il a fait que la moitié et du coup, il est en train de faire tout simplement le petit mirror et recoller tous les UV. Alors, comme je le redis, on a vraiment pris le parti de mettre la tête en avant donc elle est sur un seul UV. Et puis ensuite, on a mis les pattes sur un UV aussi et le corps sur un autre UV. Comme ça va permettre quand même d'avoir des textures qui soient pas trop non plus, parce que je vous rappelle quand même c'est un film d'animation, hein, c'est pas une image fixe, c'est pas un truc qui va sortir en 4K, voilà. Donc en gros, 3 UDIM, ou 3-4 UDIM, ça devrait aller quoi. On n'a pas, à mon avis, besoin de sortir des UDIM, d'en faire 10, 20. Enfin, je veux dire, on pourrait surdétailler, mais je vois pas tellement l'intérêt dans notre cas. Donc là, on est parti sur un petit. Il faut garder l'agilité. Ouais, voilà, on veut rester agile, quoi. Hein. Donc, du coup, on fait un petit. On se dirait. Je pense que globalement, les maps vont tourner. Certainement qu'on va faire des maps de base à 4K. 4K par UDIM, et que selon les cas, on verra si 2K ça suffit pas. Parce que je vous rappelle le principe, ça c'est ma façon de voir les choses, mais en règle générale, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. C'est pas la peine de faire des textures qui soient plus grandes que ce que tu peux voir en image. C'est-à-dire qu'en gros, si ton image, au final, elle fait, par exemple, elle fait 2000 en 1920, quoi, elle fait HD, quoi. Quel est l'intérêt de faire une image en 4K si de toute façon t'en affiches que 2000. Le seul intérêt c'est quand tu zoomes. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti de mettre la tête toute seule sur un UDIM qui sera à 2K normalement. Donc pour moi on va faire des maps à 4K et ce sera juste pour les sauvegarder, mais en fait on affichera et on appliquera que des maps à 2K. On verra ce que ça donne. Normalement, c'est ce que je compte faire en tout cas. Je sais pas si Nico est d'accord avec moi, mais en tout cas, Nico, si t'es là, n'hésite pas à dire ce que t'en penses. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, ça c'est bien. Je voudrais un petit peu voir avec Binge aussi. Et qu'est-ce que t'en penses toi par rapport au setup là de ce modèle-là? En fait, le modèle est vraiment cool. On voit que Michael il a l'habitude de bosser dans le domaine, quoi. Il a fait une topo qui est assez homogène un peu partout. Ça, c'est super important pour les déformations. Ouais. En fait, quelle que soit la densité de la topo, qu'elle soit low poly ou high poly, ce qui est important pour le rig et surtout pour le skin, pour faciliter le travail du rigger, c'est d'avoir une homogénéité en fait sur le placement des vertex et des points. Ouais, notamment pour le skin, non? Ouais, c'est ça, c'est le skin en fait. Ça facilite le travail. Après, ça veut pas dire que ça va améliorer le skin. C'est pas ça qui fait tout non plus, mais par contre, ça va améliorer c'est un confort de travail en fait pour le rigger. Ouais. D'avoir une topo homogène, c'est super important. Et après, on peut voir sur les pattes, par exemple, ou sur les pattes, sur les zones de pli, quoi, les coudes ou les genoux, on va dire. On voit que Michael il a mis plus de densité et ça aussi c'est super important. Pour les pliures, hein, c'est pour quand tu vas. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Donc on peut voir sur les pattes arrière, il y a beaucoup de maillage, donc ça c'est cool. On pourra faire un peu tout ce qu'on veut. Ok. C'est important pour faire avoir un beau pli de jambe. Ah, parce que, par exemple, tu vois, là, j'ai vu Cyril nous a envoyé un petit test d'anime, mais vraiment en mode ultra petit test, hein, sur un quadrupède qui ressemble pas à ce lama-là. C'était juste pour, tu vois, pour s'en parler, tu vois. Et on voit bien qu'il le fait bouger, tu vois. Il fait bien plier les pattes, il le fait vachement dynamique, tu vois. Donc, il faut que l'animal soit hyper... qu'il soit capable d'être dynamique. Il faut qu'il puisse se plier rapidement. Il faut pas qu'il y ait des pètes... voilà, ça. C'est ça, surtout en plus sur les quadrus comme ça, où les jambes, on le verra quand on fera le rig, mais c'est une succession d'os qui se plient et qui se déplient. Ouais. Et voilà, dès que le pied bouge, toutes les articulations se mettent en route, quoi, et ça va se voir direct. Ouais, d'accord. Donc, il faut que la déformation soit bonne, et du coup, pour que la déformation soit bonne, il faut que le maillage soit bon aussi, quoi. D'accord. Et alors, j'ai juste une petite question, parce que c'est toi le spécialiste, là, pour le coup, du setup. Setup de quadrupède, qu'est-ce que tu t'as à en dire par rapport à un setup humain, humanoïde? C'est pas du tout la même approche, parce que les jambes sont complètement différentes. On n'est pas sur un système on va dire de jambes, de cuisses et de tibia, quoi. Ouais. On pourra voir que là sur le lama,
La jambe, il y a 1, 2, 3, 4, 5 parties, je crois, 5 ou 6 parties sur les pattes arrière. Ouais. Donc c'est compliqué à gérer. C'est très compliqué à avoir un truc réaliste, mais qui permet à l'animateur d'animer correctement, quoi. Donc on va devoir faire un peu tricher pour avoir quelque chose de convenable, on va dire. Ouais. Mais voilà, les quadrus, c'est toujours un peu compliqué à prendre en main, quoi, parce que voilà, c'est pas souvent quand on apprend le rig ou quand on apprend la modé, on fait des bipèdes. Oui. On montre les bipèdes et on laisse un peu de côté les quadrus. Bon, le Michael est en train de dessiner Ouais, tout à fait. une partie. En fait, au-dessus de ça, il y en a encore une en fait qui est la hanche. Au-dessus de cette partie-là, il y a encore la hanche qui est un peu, qui va vers l'intérieur, quoi, qui va vers la colonne. Mais ouais, les quadrus, en fait, c'est un truc. C'est pas assez étudié dans les écoles quand on fait du rig. Bah, peut-être parce que c'est, je pense, une difficulté supplémentaire, quoi. Ouais, c'est ça. Je C'est pense très que compliqué. déjà en modé. comprendre un bras ou comprendre juste ne serait-ce qu'une articulation, déjà c'est déjà complexe. Après, t'as le river foot, j'imagine, le river foot qui est vraiment, je dirais, le premier truc un peu particulier dans le setup. Puis j'imagine que ça vient encore après, quoi. Ouais, c'est ça. Là-dessus, je suis pas sûr qu'il y en ait. Enfin, t'en mettrais toi un footroll là-dessus? En fait, là, j'en mettrais. Ce qui marche sur ses ongles au final, si on est. Ouais, c'est ça, mais moi j'en mettrais peut-être, mais vraiment pour les ongles, mais c'est vraiment pour laisser à l'animateur plus de liberté en fait. Mais en soi, si on veut coller à la réalité, ils sont pas forcément utiles. Parce que en gros, la cheville du lama, là, le point de pivot est beaucoup plus haut, quoi. C'est pas au niveau des ongles. Ouais, c'est cette zone-là, la cheville, hein, si je ne m'abuse. En fait, c'est un peu de cheville, quoi. En gros, il y a un peu de cheville. C'est pour ça que c'est compliqué, quoi. Et c'est un peu de ça pour tous les quadrus. Ce qu'on peut éventuellement faire, peut-être tu peux partager. Alors, non, du coup, Slamala, là, Mickaël, ouais. Peut-être tu peux envoyer l'OBJ là tout de suite à Binge, Ouais, comme ça, sûr, comme ça, avec les yeux et tout, comme ça, il aura tout. Comme ça, il le récupère et tu nous partages ton écran et tu fais un petit peu le tour. Ouais, je fais un export de la sélection là. Faut. Ouais. Voilà. Le Weshwhip underscore 002. Eh ben, salut Voilà. Calypso. Bienvenue. Et puis je lance ça tout de suite sur le mail. Excusez-moi. Ouais, vas-y. Comme ça, ce que je propose, c'est que Benjamin, lui, hop, il prend le modèle et il fait son petit tour. En mode, tiens, salut toi, alors, voyons voir un petit peu. Voilà. Vraiment comme si tu le récupérais d'une prod. Et tu fais voilà, les trucs qui te paraissent à changer. Comme ça nous permet aussi de voir un petit peu comment tu appréhendes le truc, quoi. Ouais. J'attends de recevoir le fichier pour mettre mon écran comme ça. Ouais, bien sûr. Mais sinon, je suis assez content du design global de la modé. On l'a dit avec Mickaël qu'on l'attendait pour rajouter des détails s'il y avait besoin. En fait, l'idée, c'est qu'on ne veut pas perdre de temps. Donc, et ça, c'est un truc que je conseille d'ailleurs à tout le monde, enfin, lorsque c'est possible. Ne perdez pas de temps. Ça sert à rien d'avancer sur des rides de détails dans tous les sens si on ne sait pas si les poils couvrent tout. D'accord ? Donc là, par exemple, avec Mickaël, on s'était appelé, on s'est dit, on avait partagé nos écrans et tout. Et en gros, il m'avait montré, je dis, bah ouais, on est bien là, ça sert à rien d'aller plus loin. Attendons de voir ce que vont donner un petit peu les poils par-dessus tout ça. Avant de se décider à rajouter des détails, une map de displacement. Il y aura certainement des choses, mais c'est pas obligatoire. Ça dépend véritablement des surcouches qu'on va y mettre. Qu'est-ce qu'on y voit ? Parce que je vous rappelle que la bestiole est quasiment remplie de poils, quoi. Il y a le bas des pattes, avec les ongles et tout, qui n'ont pas de poils. Le museau, le nez, tout ça, qui n'a pas trop de poils. La tête, globalement, où il y a des parties où il y a un peu moins de poils, mais voilà, quoi. Bien reçu, ok. Donc du coup... Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi, écoute, nickel. Alors... On se fait le petit changement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas rajouté plus de détails et on attend les autres steps un petit peu pour voir. Alors là, on passe sur donc, l'écran de Benjamin. C'est bon, vous avez mon écran ? Ouais, nickel. Ok. Alors du coup, pour le modèle, donc, comme je disais, Mickaël, il a fait une topo qui est bien homogène. On voit bien que
Voilà, que ça soit de l'arrière-train jusque la tête. Il y a pas, enfin, il y a une homogénéité en fait dans la répartition des edges, etc. Ouais, ça va qui aider. est cool, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup aider pour le skin. Je parlais des articulations, du coup, on voit que c'est un peu sur les articulations, c'est un peu plus resserré ici, ici. Il en a rajouté ici aussi. Ouais. Donc ça, après, en fait, en rig, il faut, avant de demander des retakes à la modé, sauf si c'est flagrant, bien sûr. Mais là, par exemple, je vais d'abord faire des tests de skin avant Ouais. de demander des modifs à Michael. Ah, c'est Voir intéressant. si, Tu commences quasiment par le skin en fait. en fait, ça dépend ça dépend ce que tu as besoin, mais là, je sais que pour les articulations, pour celle-ci, hop, on va faire ça. Celle-ci et celle-ci. Ouais. Je pense que j'aurai assez d'edge et qu'elles sont bien placées. Mais il y a moyen de faire des tests un peu rapides, voir comment ça se passe, quoi. Ça, c'est possible. Pour pas demander des retakes pour rien non plus, quoi. Ouais, bien sûr. Si on en sortir avec ça, autant garder ça, quoi. Après, voilà, comme disait Mickaël disait tout à l'heure, chaque rigueur a un peu sa méthode de travail. Ce qui compte, c'est le résultat, on va dire, et c'est que l'animation soit belle. Et voilà, moi je sais que j'aime bien, et j'embête un peu les élèves avec ça, quoi. Mais j'aime bien avoir les edges bien droites un peu partout. Les edges qui partent un peu de travers, c'est vrai que moi ça me ça me rebute un peu, mais bon. Là, voilà, Mickaël il a fait au max pour avoir des edges qui sont quasiment toutes droites. Après là, par exemple, moi celles-là ici, celles qui sont ici, Ouais. je les aurais redressées. Voilà, en fait, celles-là suivent bien la morphologie. Et celles-là, moi j'aurais aimé qu'elles suivent aussi la morphologie, qu'elles partent dans le sens de la morphologie, quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça, mais moi c'est ma méthode de travail à moi. C'est pas pour ça que si la retech n'est pas faite, par exemple en production, ça va fonctionner quand même. Hein. C'est pas juste que moi ça m'apporte un confort de travail, on va dire. Voilà, Alors, je ça, vais poser une petite question, Ben, Ouais. excuse-moi de te couper à ce moment-là. Oui. Justement, j'ai souvent des conversations, alors ça dépend des rigueurs, mais tu vois, sur la mécanique de maillage, notamment sur le fait de dire, voilà, tu vois, sur la pointe d'une articulation. Moi, j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec un rigueur, justement, notamment, et on s'était mis OK sur le fait de, justement, peut-être pincer un peu la géométrie au niveau de la pointe de l'articulation. Ouais. Et de desserrer, de débrayer un petit peu plus, on va dire, là où on sait que ça va se resserrer par la suite, pour avoir un petit peu de place. Ouais. Toi, est-ce que c'est le genre de choses que tu peux être amené à demander parfois, ou tu fonctionnes pas comme ça? Non, moi je fonctionne pas comme ça. Moi j'aime bien le maillage que tu as fait là, moi ça me convient tout à fait. Ouais, je sais qu'il y a des rigueurs qui font ça, qui pincent un peu au niveau du coude et l'arrière-jambe, ils écartent un peu. Il y a d'autres méthodes aussi où tu peux faker la rotule, on va dire. Ouais, tu fais un patch, quoi. Ouais, voilà, on fait un petit patch. Alors ça c'est plus pour les pipettes, mais ça peut marcher aussi pour ça. Voilà, c'est des méthodes de travail. Il n'y en a pas une plus meilleure que l'autre. Ouais. Personnellement, moi je préfère ce que tu as fait là, c'est voilà, les edges sont homogènes. On n'a pas de décalage, on n'a pas d'edge qui part de travers, etc. D'accord, d'accord. Bon, moi, je me suis adapté par rapport à ça. Je sais qu'après, Cyril, de son côté, lui, il aimait bien le côté justement un peu parallélisé, on va dire, Ouais, c'est ça. Ouais. Notamment, moi, je dois avouer que ça nous permet de nous faire gagner du temps, même sur les UV, sur la texture. Sur Ouais, les c'est clair. C'est vachement plus simple, comme ça aussi. Ouais, puis alors, moi j'ai toujours travaillé comme ça, donc je pourrais pas dire cette méthode-là, on a un meilleur résultat ou pas, mais moi j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai toujours eu le résultat que je voulais. Après, il y a des ajustements à faire sur l'espacement entre les edges, etc. Mais personnellement, j'ai jamais eu de problème sur ça, quoi. Voilà, c'est une habitude en fait. Hein. Après, voilà, un rigueur qui va te demander de serrer devant et de serrer derrière, c'est parce qu'il a l'habitude de skinner comme ça en fait. Et ça lui facilite son truc. Moi, j'ai l'habitude de skinner comme ça et de gagner du temps avec ça, quoi. Donc, voilà. C'est juste des méthodes de travail. Il y a pas à dire, on peut pas dire c'est bon, c'est mauvais, etc. C'est chacun fait un peu comme il veut, quoi. D'accord, ok. Donc là, en fait, ce que tu peux faire, là, en gros, enfin, toi, ce que tu ferais, c'est des tests, en fait, rapides de skin, en fait, pour voir si ça colle. Là, je pourrais en faire, mais je sais que là, la déformation va être
devrait aller, quoi. Après, les tests de skin vont servir un peu plus tard pour trouver les bons pivots, les bons endroits de pivot, pour avoir un beau pli. Mais voilà, après, voilà, de toute façon, c'est comme tout en 3D, hein, dès qu'on a un doute, on fait un test. Hein. Il faut tester pour être sûr de ce qu'on veut avoir, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et en soi, non, le modèle, moi, Il paraît tout, paraît nickel, quoi. ouais, les loupes autour des membres, là, comme ça. Ouais. Celle-là, ici. Ouais, Celle-là, fais-nous un petit truc de ce qui est bien, vas-y. Ouais. ouais. Alors, ce qui est bien, ce que je disais, c'était les articulations, hop, ici, où il y a plusieurs edges, où il y a des edges qui sont un peu plus définis. Ensuite, l'accroche des membres avec le corps, c'est toujours bien d'avoir des rotations comme ça, enfin des loops comme ça, pardon, qui permettent de pouvoir un peu faire tourner la jambe par rapport au corps. Alors c'est les techniques qui sont beaucoup utilisées pour le cartoon aussi, parce que voilà, les déformations sont assez extrêmes, on va dire. Mais ça marche à peu près pour tout, quoi. Donc ces loops là, elles sont super importantes. Et ça marche à peu près pour tout, hein. Ça marche là si vous prenez la main d'un bipède, à l'accroche du pouce, ben, ces edges là, elles sont super importantes. Parce que le pouce il va un peu dans tous les sens. Pour pouvoir faciliter tout ça, c'est super important. Et ensuite, comme je le disais, voilà, les edges qui sont bien homogènes, la répartition qui est bien homogène. On parlera peut-être un peu du facial après. Ouais. On va un peu. Mais sinon, voilà, niveau corps, voilà, c'est les trucs importants, c'est ça, quoi. Ok, nickel. Donc, plus d'edge au niveau des articulations, des loops au niveau des accroches. Des accroches, hein, donc des pattes avant et des pattes arrière. D'ailleurs, comment ça se passe à l'arrière? J'ai pas fait gaffe. C'est la même chose, il a fait des loops aussi. Ok, aussi. Ouais, nickel, ouais, super. Donc, loop donc autour des accroches. La queue, j'imagine qu'il y a des loops aussi, mine de rien. Ça, c'est super important aussi, parce que si la queue, on va la faire un peu balader sur l'arrière-train, ça facilite beaucoup le travail, quoi. Ouais, ok. Comme ça. Ok. Et du coup, accroche des oreilles avec les loupes aussi. Oui. Ok. Et puis après, le facial. Et après, le facial. Je sais pas si tu veux passer au facial tout de suite, sinon. Vas-y, fais ce que tu veux. On peut peut-être faire un peu les recherches de pivot là sur la. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, vas-y. Sur les jambes, j'avais fait un petit truc là. Hop. On avait cette anatomie qui avait été utilisée pour l'ADR. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire quand je commence un modèle et que je connais pas trop ou que j'ai besoin de rechercher, en fait, c'est de prendre un dessin d'anatomie comme ça et de dessiner un peu les points de pivot qu'on va avoir besoin pour les jambes. Donc là, on va faire la jambe arrière, on va pas faire tout le corps non plus, hein. Mais voilà, pour la jambe arrière, et j'aime bien faire en fait des petites recherches, de pivot. Donc là, on sait que pour cette jambe, comme je disais tout à l'heure, on va avoir un pivot en fait qui va être au niveau de l'arrière-train et de la colonne, qui va être ici, et qui va aller jusque là. Ouais. Et ça ici, en fait, hop, on va le mettre là. Ça va être la hanche, donc la hip. Et ensuite, on aura. Alors, dans la méthode que moi je vais utiliser, alors pour le rig de quadrupède, il y a plusieurs méthodes. Donc, il y en a certains qui vont faire une chaîne de bones, hop, ici, et ils vont me faire un IK ici. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 3 morceaux dans leur chaîne. Ouais. Moi, je suis pas fan du tout de ça. Okay. On a moins de liberté, je trouve, que de faire une jambe de bipède. Une jambe de bipède, on a quasiment toute la liberté. Là, ça fait gérer deux genoux en gros, enfin un genou. Ouais. Et pour l'animateur, c'est pas forcément le mieux. Après voilà, moi c'est mon expérience à moi et mes retours d'expérience à moi, donc je suis pas trop fan de cette méthode. Ouais, Cyril est assez d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est pas la même logique de toute façon. Ouais, voilà, l'animation est complètement différente et puis l'animateur ne pourra pas faire tout ce qu'il veut.
Donc moi, ce que je fais pour un quadrupède comme ça, ce que je ferais sur cette jambe, c'est que je vais partir en fait sur une jambe bipède. En gros, je vais faire une jambe bipède qui est accrochée à une hanche plus haute et qui a elle-même en dessous une cheville en fait. Mais là, je vais avoir un pivot ici. Donc, c'est ma jambe bipède qui est là. Hop, tac. Et ici, j'aurai mon IKFK, ma jambe de bipède. Mhm. Et il y a un dernier pivot qui est là. Tac. Et ici, en gros, Le pied, quoi. ouais, je vais mettre ankle pour cheville. En gros, voilà comment je vais séparer ma jambe. Et mon contrôleur, qui sera ici, Ouais. qui va driver la jambe, il va en fait, ça va driver l'IK qui est ici en fait. Ok. Et toute cette partie-là, toute cette partie-là, ça va être un peu un des mouvements manuels de l'animateur. Il va devoir faire des rotations, etc. Mais ça va toujours emporter l'IK qui est au-dessus. Ah, mais c'est comme si c'était en fait ton pied en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça en fait. En fait, c'est comme si ton pied était à la verticale Ouais, et c'est que ça. au final tu t'occupes. Ouais, c'est ça, comme si tu faisais un rôle à cet endroit-là, quoi, et simplement. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ok, je C'est comprends. un peu ça en fait. C'est pour ça que je dis, moi, dans ma tête, c'est toujours une jambe de bipède, mais elle est juste un peu déformée, quoi. Oui. Elle est juste utilisée différemment. Du coup, en fait, quand l'animateur va bouger la jambe, il y aura vraiment que la partie IKFK qui va se plier automatiquement, on va dire. Ce qui est hip et ankle, il va falloir intervenir pour animer, en fait. Mais c'est voilà, comme une jambe normale, quoi. Une jambe normale où tu avais la hanche, la cuisse, le tibia et le pied, quoi. Ok, non, mais je m'attendais pas à ça en fait. C'est vrai que quand il y a pas mal d'articulations comme ça, j'ai jamais fait moi, donc ok, c'est bien. Bah, en fait, voilà, la deuxième, peut-être que toi tu as déjà vu ça ou d'autres ont déjà vu. La deuxième méthode, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc c'est qu'il y a un pivot ici, je le fais à côté, hein, un pivot ici, un pivot ici, hop, tous reliés. Et en gros, il y a un pivot là. Donc là, le système va être le même, ça va être la hip. Et en gros, tout ça, hop, c'est un IKFK. Ah oui, d'accord, ok, Et après, il y a le pied, enfin les ongles. d'accord. Le problème que ça représente, c'est par rapport à ton up vector, en fait, en gros. C'est pour l'orientation des rotules et l'orientation En de la fait, cheville. t'as deux up vecteurs, en fait, t'en as un qui va être Ouais. devant. Donc, alors, on va faire un petit dessin. T'en Euh, auras un ici, et t'en auras un ici, en fait, Ouais. Et c'est- qui c'est- drive celui-là, Ouais. et celui qui drive là. Et ça, en fait, ça donne... alors, à mon sens, ça donne beaucoup moins de liberté à l'animateur. C'est mon avis à moi. Il faudra voir si un animateur est sur le chat pour confirmer ou non. Mais voilà, moi je trouve que ça donne moins de liberté, et puis c'est un peu plus compliqué quoi, de gérer. Voilà, c'est l'IK qui va être ici en fait. Le contrôleur qui va être ici, qui va gérer tout. Il y a Cyril qui est d'accord avec toi, hein, et il dit qu'il Voilà. trouve que c'est moins intéressant. Merci Cyril. Mais en fait, voilà, ce système-là de IKFK avec les trois membres, on va dire, ça fait très vite, quand vous animez, ça fait très vite un effet accordéon en fait. Un effet accordéon, et il y a un effet accordéon mais sans liberté. Il y a beaucoup moins de liberté que si on découpe ça en fait en IKFK plus FK, quoi. Alors, il y a Cyril qui dit pour mettre du poids, c'est bien mieux avec un ball, donc je sais pas si tu comprends, qu'un IK pour la totalité. Alors là, c'est là où on va confronter les langages entre rigueur et animateur. Je sais pas ce qu'il entend par ball. Je sais pas non plus. Attends, il va nous le dire, je pense. Entre temps, j'ai dit bonjour à Kurem1, salut à Saint-Gali, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La partie talon, nous dit-il. Ah, qu'est-ce qu'il Oui, fait? voilà. Oui, c'est ça. Ce qui entraîne l'IK. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dessiné le ankle en Ouais. fait. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en fait, l'animateur, il aura plein de couleurs aujourd'hui. L'animateur, il aura un contrôleur ici qui permettra
à ce membre-là d'aller là-bas ou là-bas, quoi. Avec un point de pivot qui sera ici. En gros, voilà, ça va être ça. Et Nico qui nous dit que c'est un monde à part, les animateurs. Je suis d'accord. Il faut essayer de les comprendre, les pauvres. Mais voilà, pour une recherche de pivot, ce que moi j'aime bien faire en fait. Alors, attends, je vais pas forcément dans les détails comme ça à chaque fois, parce qu'après, avec l'habitude, il n'y a plus besoin de le faire. Hein. Mais voilà ce que j'aime bien faire pour trouver un peu ce que j'ai besoin. Et hop. Du coup, la jambe avant, c'est la jambe avant des quadrus. Si je peux enchaîner, hein, tu me dis. Vas-y, go. La jambe avant des quadrus, elle est un peu différente. Alors, j'avoue que j'ai pas trop regardé la jambe avant, mais elle est plus simple en fait. On n'a pas cette partie ankle là qu'on a sur la partie arrière en gros, où elle est gérée différemment en fait. Sur la partie avant, Alors, je connais pas trop le niveau de liberté au niveau de l'omoplate. Je sais pas si ça coulisse. Ouais, c'est ça que je sais pas en fait. En fait, là, au vu de l'anatomie, on aurait un pivot ici, un là et un là. Ouais. Mais cette partie-là, je suis pas sûr qu'elle bouge beaucoup, ouais, en fait, et je suis pas sûr qu'elle soit très utile. Ouais, je pense que ça coulisse, mais c'est un peu comme si tu veux, t'as quand même une clavicule malgré tout. Donc l'ensemble en fait, l'acromion process, qui est l'élément en fait, l'ensemble clavicule omoplate. Ça c'est quelque chose qui bouge un peu quand même malgré tout, mais je connais pas le degré de mouvement, on va dire. Je sais que le principe de l'omoplate, c'est de coulisser sur la cage thoracique. Hein. Ouais, c'est ça. C'est son boulot. Donc ça coulisse. Moi, je pense qu'effectivement, par rapport à ton hips, je pense que le hips quelque part de cet élément-là, ça serait plutôt la cage thoracique. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'allais dessiner, c'est que sur la vue de face du lamar, ce que moi j'aurais fait, donc là il y a l'anatomie réaliste de l'animal. Moi, ce que je ferais sur ses jambes avant, c'est que moi j'aurais, je pense, un point de pivot qui sera là, la hip, et j'enchaînerai direct en fait sur les pivots là ici, qui correspondent à ces trois ici là. Donc en fait, donc là c'est là où en 3D on peut se permettre beaucoup de choses, c'est que si j'efface ça, hop, je prendrai pas en fait en compte les pivots qui sont anatomiquement réalistes, on va dire. C'est que moi en gros j'aurai un pivot qui sera peut-être là, je sais pas, je dessine un peu au hasard, mais qui sera ici en fait. Un genre de centre spatial, quoi. Ouais. En fait là pour nous, pour pour la 3D, pour le cartoon etc. Comme Michael disait, l'omoplate qui glisse sur la cage thoracique, ça n'apportera rien en fait. Ouais. En 3D, pour ce qu'on veut faire, ça n'apportera rien. Bah, du coup, tu as une petite question, Benjamin, ça doit être un étudiant ou une étudiante, qui te demande, mais du coup, Benjamin, tu es rigueur sans être animateur ? Franchement, je trouve que c'est une question intéressante. Alors, quand j'ai commencé la 3D, je voulais être animateur. J'ai lu en entier le livre de Richard Williams. Je voulais vraiment le faire. Et en fait, à l'époque, je faisais un DUT informatique, donc qui était beaucoup plus orienté vers la programmation. Et j'ai commencé à connaître donc l'animation, et je me suis intéressé à tout ça, et j'ai découvert le rig, qui était la prépa d'animation, on va dire. Où je pouvais programmer en fait ce que je voulais, quoi, ce qui était ma formation de base. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers ça. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, non, je n'anime pas du tout. Ok. Alors s'il faut faire des tests d'anime, etc., les tests crash, y a pas de souci, mais voilà, faire une anime bien faite, etc., je pense pas que je pourrais le faire. Au moins pas aussi vite qu'un animateur, on va dire. Mais après, je pense pas que ça soit indispensable. On peut faire du rig sans animer. Ouais. Mais en fait, comme tu as fait des études un peu de, entre guillemets, de codage, du coup, c'est vrai que le setup, c'est un peu cette partie un petit peu geek, je dirais. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu le métier de l'ombre, on va dire. C'est ce qu'on voit, on verra jamais à l'écran, quoi.
Bah si, la preuve. Oui, bah oui, maintenant oui. Merci Damien. Mais voilà, je pense qu'un rigueur doit avoir des notions d'anime, mais il n'est pas obligé d'animer. Tout comme un animateur, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je pense qu'un animateur doit obligatoirement avoir des notions de rig et de savoir ce qu'il y a en dessous en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Alors je dis pas que ça va améliorer son animation. Par contre, il pourra peut-être aborder les choses un peu différemment et Je voilà. pense que pour chaque step, sur Oui, chaque oui, bien sûr. je pense que chacun devrait avoir déjà connaissance un peu. Tu vois, moi, les problématiques du rig, moi, je me lui suis posé à un moment donné parce que C'est ça, ouais. j'ai eu à m'y confronter à un moment donné. À un Ouais. moment donné, on se rend bien compte qu'on n'a pas une. Enfin, je veux dire, la vérité absolue, c'est bon seulement pour le voyageur intergalactique, mais bon, voilà, c'est tout. Et réellement, en fait, c'est la rencontre avec les gens, c'est le fait d'échanger avec eux quand on travaille avec les gens, qui fait qu'on peut faire évoluer les choses en fonction C'est du ça. projet, etc. Donc, Ouais. avoir des consciences du métier de l'autre, c'est essentiel pour avancer. Ça, c'est vraiment, vraiment important, mais il faut jamais rester figé, à mon sens, sur ses a priori ou sur ses connaissances. Voilà. Bah, C'est ça. en tout cas, Cyril et Nico sont totalement d'accord avec vous. Ils le disent, ils le disent. Ok. Mais ouais. Ok. En tout cas, c'est bien, ça permet de bien comprendre comment t'analyses tout ça. Ouais. Euh, Là, du coup, ouais, pour finir cette jambe avant, hop, Ouais. on va finir rapidement. Ici, on a notre IKFK. Hop. Donc, à la différence de la patte arrière, c'est qu'on n'a pas le ankle. Parce qu'il est tout simplement pas dans l'articulation, en fait. Donc, en gros, la patte avant, elle est un peu comme une jambe humaine, on va dire. Elle est un peu traitée comme ça. Sauf si vraiment on voulait faire le truc réaliste et prendre en compte l'omoplate et ce pivot-là ici. Où là, on devrait faire un système différent. Mais je pense... Après, il faudra que je vois avec Cyril, que je discute avec Cyril, il a peut-être un avis différent. Ouais. Justement, ce sera une prochaine étape. Voilà, exactement. Mais voilà, pour la 3D, on peut se permettre en fait de passer au-dessus et de passer au-dessus de la réalité, on va dire. On peut se permettre de ça pour améliorer les mouvements, faire un peu ce qu'on veut, améliorer l'animation et puis éviter d'ajouter des complications parce que une patte de quadru arrière, là, comme on a fait, ça rajoute déjà beaucoup de complications pour l'animation. Et c'est plus de travail qu'une jambe de bipède. Ouais, clairement, ouais. Alors Voilà. justement, il y a une question qui pourrait être intéressante à débattre rapidement. La question c'est que ça dépend. En fait, il dit tout simplement que comme on est en train de traiter quelque chose qui est censé faire un peu du cartoon en fait, hein, Oui. du coup, il demande si on peut gérer ça plus comme une jambe. Il parle surtout de la patte arrière en fait. La question c'est un peu, voilà, ça dépend vachement de ce qu'on fait comme animation. Donc quand c'est une animation qui est censée être un peu cartoon, tout ça, est-ce qu'on peut pas tout simplement traiter ça comme une jambe, quoi? Ouais, c'est ça, mais là c'est un peu ce que j'ai fait. Hein. C'est ce que, oui, il me semble. Hein. La patte arrière, c'est une jambe avec juste voilà, Avec le pied qui est mis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec le pied qui est complètement droit, mis droit, quoi. Ouais. C'est ça en fait. Pour moi, c'est la bonne façon de faire le rig. Que ça soit bipède ou quadru, il faut penser un peu les choses de la même façon, mais là, la patte avant, c'est vraiment une patte de bipède, quoi. Comme moi, je vais le faire, c'est une patte de bipède. Après, elle n'a pas forcément la même forme, etc., mais c'est un peu une patte de bipède. Ok. Bah écoute, en tout cas, je pense que revenir sur des concepts un petit peu plus simples, c'est toujours plus facile pour l'animateur en tout cas. Parce que même pour l'animateur, il sait pas forcément animer une patte de quadrupède. Tu vois, c'est pas évident, tu vois. Ouais, mais c'est ça, ouais. Et puis, si on fait une patte de quadru, une vraie patte de quadru avec 3 membres, comme j'ai montré tout à l'heure, ouais. C'est vrai qu'il y a certains animateurs qui vont peut-être être perdus et... Bah ouais, bien sûr. C'est pour un animateur qui a l'habitude d'animer en bipède, si tu lui fais une jambe avec 3 membres, je pense que... Bah d'ailleurs, c'est un conseil qu'on pourrait donner aussi. Hein, c'est si vous voulez faire quelque chose qui a du sens, demandez à votre animateur qui va animer, quoi. Après tout, vous faites quand même un système qui est fait pour quelqu'un qui doit animer derrière. Donc si le gars derrière vous dit bah attends gars t'es gentil mais moi j'ai jamais animé de quadru et du coup moi j'aimerais bien avoir un système plus simple avec genre comme une jambe, bah je pense qu'il y a un intérêt à discuter avec lui. Donc voilà, je pense que en tout cas c'est un conseil simple qu'on peut donner, quoi. C'est vrai, Parler avec votre animateur, quoi.
Moi, C'est c'est une ça, mais expérience. Bon, ça m'est arrivé à un moment donné de me cogner ce genre de choses. Alors, c'est pas pour de l'anime, hein, c'était pour de l'animation, mais de jeux vidéo. Donc c'était des choses bien moins complexes que ce qu'on peut voir. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas présumer de ce que souhaite avoir un animateur. Par moment, je me souviens, j'ai un exemple avec un personnage relativement un très cartoon, et je me dis bon, c'est bon, là ça va aller au niveau de la déformation, ça va passer, ça ira, il y a pas de souci. En fait, l'extrême que je m'étais imaginé, j'étais bien loin du compte par rapport à ce que l'animateur allait en faire. C'est vraiment, il fait du crash test, il fait souffrir le modèle au maximum. Alors Et ça, je crois qu'on a tous des kilos d'exemples. ouais. De Tout à crash fait là-dessus. test. Et ça, effectivement, justement, pouvoir échanger, c'est précieux de pouvoir échanger justement avec les. C'est pas juste une chaîne, en fait, à la con, hein, où on se refile le boulot et on dit allez, salut, merci pour le poisson. Il y a besoin quand même d'essayer de converser. Il y a quand même un moment donné où on s'assoit autour d'une table, parfois plusieurs fois, pour pouvoir se mettre d'accord sur sur les attentes, quoi, tout simplement. Il y a une autre question du coup, c'est du genre, du coup, lorsqu'on doit faire un vrai animal quadrupède, donc genre le lama mais en version hyper réaliste, faut-il vraiment du coup faire un setup réaliste, quitte à ce que l'animateur soit beaucoup plus compliqué pour lui de l'animer quoi. C'est un peu la question quoi. bah, en fait, alors j'avoue que moi j'ai jamais fait de réaliste à 100%, D'accord. donc je peux pas forcément dire que ce que je dis va être vrai, mais après ça dépend plein de choses en fait, ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle réaliste. Est-ce que c'est le rendu qui est réaliste? Est-ce que c'est l'animation? Si l'animation est On réaliste, parle d'animation là. donc si l'animation est réaliste, est-ce que on va jusqu'au bout du truc et on crée les muscles, etc. Et dans ce cas, en fait, si les muscles doivent être présents, etc., il faut une articulation qui soit réaliste, quoi. Ouais. Parce que sur les muscles, c'est très compliqué de tricher, on va dire. Nous, dans le cartoon, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est de pouvoir tricher et puis d'arriver à un résultat. Dans le réaliste, c'est très compliqué. Mais ouais, je sais que les rigs de réaliste, ils s'approchent ils s'approchent des rigs des anatomies, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand c'est des muscles qui sont collés, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Je pense que lorsqu'on va devoir traiter quelque chose de vraiment réaliste en termes d'animation, je pense qu'il faut effectivement se pencher vers la vraie animation de l'objet, quoi. Donc là, c'est une Oui. patte. Je pense qu'il n'y a pas le choix, quoi. En fait, il faut aller par là, C'est quoi. C'est un petit peu ce qu'on avait vu aussi sur les visages. Hein. Plus tu fais du réalisme, plus je dirais les complexités autour du visage apparaissent quoi. Quand tu bouges un point, ça bouge énormément de points sur le visage, etc. Ça va être un peu dans le même principe quoi. Le cartoon est plus simple dans certains cas parce qu'effectivement tu vas simplifier des articulations, mais peut être plus compliqué dans d'autres où effectivement tu peux avoir du stretch, du squash, des arcs. Tu vois, c'est assez marrant. Les deux mondes sont quand même très différents quoi. Et la complexité n'est pas forcément cartoon c'est simple, réaliste c'est compliqué. C'est pas toujours vrai quoi, en tout cas. Non, pas du tout. Bah non, parce que le cartoon, en fait, comme c'est assez permissif et qu'on peut un peu faire ce qu'on veut, etc., on a tendance à justement en faire trop et ça se voit, quoi. Ça se voit que c'est trop, les déformations c'est trop, etc. Ouais. Donc c'est pas forcément le plus simple, quoi. C'est pas facile de faire du cartoon. Et c'est sûrement pas facile de faire du réaliste non plus, quoi. Ouais, non, clairement. Ok, super. Bienvenue à Axel Bagarre et MDR. Bienvenue à vous tous. Et je vous rappelle qu'on est en 2021. Et en 2021, follower la chaîne, c'est gratuit. C'est du pur bonheur. Alors n'hésitez pas. Allez-y, follow. Écoutez, voilà, on peut passer au facial, je pense. Si vous avez... Oui, si vous voulez, oui. Ouais, si... Ça me va. Tu veux peut-être reprendre la main, Michael, ou non? Là, je pensais à un peu ce que tu nous avais montré. Alors, je sais pas comment tu vas attaquer le facial. Tu peux nous expliquer un peu, peut-être Ouais. Bah après, si on parle d'abord de la topo. Ouais, bien sûr. Là, on peut voir que Michael, il a fait une topo beaucoup plus dense sur le facial, ce qui est cool et ce qu'il faut faire. Après, voilà, toute proportion gardée, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, on peut voir qu'il y a les edges autour des lèvres sont plus détaillés, autour des paupières, etc. Ça, c'est super important en fait, si on veut avoir des déformations qui suivent, quoi, et avoir de la qualité. Donc ça, c'est cool, c'est très cool.
Euh, Si on fait un peu le tour des loops, et en fait, pour se rapprocher de ce qu'on apprend des rigs faciales 2D, bipèdes, pardon, pas 2D, Ouais. des bipèdes, on va retrouver un peu les mêmes logiques, quoi. Autour des lèvres, on doit avoir les loops qui tournent autour, en avoir plusieurs. Ouais, Là, il y en a c'est le pas mal, cas. quoi. C'est le cas. Là, c'est le Nickel. cas. Ça, c'est cool. Ce qu'on n'a pas, c'est les edges qui tournent autour du nez, mais bon, on peut les voir un peu ici. Oui, bien sûr. Là, le museau fait que on peut pas les Il n'y a avoir. pas de menton en fait, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Mais voilà, le plus important, c'est les loops autour des lèvres et les loops autour des paupières, qui vont jusqu'à la commissure, on va dire. C'est super important. Là, donc j'ai étudié un petit peu les choses de manière à essayer de faire en sorte qu'on ait le même nombre en haut et en bas. C'est souvent Ouais. une demande en fait qui est faite. Ouais, ça va. Là, Pour c'est. plus coïncider, quoi. Ouais, ça c'est sûr qu'il va falloir que ça coïncide. Je vais pas regarder en détail, hein, mais ça on regardera ça, mais il faut que ça coïncide. Après voilà, sur les paupières, alors il y a on peut lancer un débat si vous voulez sur est-ce qu'on modélise avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. Ah, En mi-clos, moi je dirais. alors, mi-clos. et franchement, ça, moi, j'ai pas la réponse. Hein. Depuis, En fait, depuis il que. n'y a, Ouais. pas de réponse. Il y a Mais pas c'est de ça, il n'y réponse. a pas de réponse en fait. Ouais. Personnellement, moi je préfère les yeux fermés. D'autres vont te dire bah, je préfère les yeux ouverts et d'autres vont te dire je veux les yeux mi-clos. Donc Donc, encore une fois, ça va dépendre de avec qui tu travailles, quoi. c'est un débat sans fin. Mais voilà, là les yeux sont ouverts. Il n'y a pas de problème à ce que le rig ne fonctionne pas. Hein. C'est encore une fois, c'est des habitudes de travail, quoi. Là, le rig va fonctionner. Ce que je disais à Mickaël avant en off, c'est qu'il va falloir juste regarder que par rapport au centre de l'œil, les paupières tournent bien autour. Ouais. Donc ça va être le cas. Mais il faut absolument qu'elles se rejoignent en fait. Il faut absolument que si je prends un pivot au centre de l'œil, Ouais. je tourne les vertex, donc ceux-là, Oui, au centre. je prends ceux-là, je vais y arriver. Il faut absolument que ces vertex-là, quand j'anime ma paupière en haut et en bas, il faut absolument qu'ils se touchent à un moment, quoi. S'ils se touchent pas, en fait, on va avoir un décalage et on va avoir un trou dans la paupière, quoi. Ouais, bien sûr. On va Ouais, pas ouais, faire je les yeux comprends. fermés, c'est comme ça. Bah, là-dessus, il y a Faut faire attention. Nico qui a une question. Je pense qu'il est en train de l'écrire parce qu'il dit ah, j'ai une question là-dessus. Donc, il a une question. Et Cyril, oui. Ah, bah oui, avec la texture et les étirements. Oui. Alors, ça, par rapport aux textures et aux étirements, normalement, si les UV sont bien faits, t'as prévu le coup. C'est-à-dire que tes paupières sont bien étirées. Parce que les paupières, ça s'étire pas en fait. Hein. C'est pas un élément qui s'étire. C'est en fait normalement une paupière. Lorsque tu la rétractes, les lignes se contractent et lorsque tu la descends, les lignes se remettent normales. Donc effectivement, si tu as bien déplié, normalement tes paupières sont en mode fermé, je dirais. Et Ouais. du coup, lorsque tu les ouvres, ça crée juste des ridules en fait. Mais ça, c'est pas du tout censé s'étirer quoi. Enfin, du coup, c'est comme ça que moi je le travaille en tout cas. Ouais, c'est ça. Du coup, Nico il dit quoi? Du coup, moi je vais avoir besoin de la paupière presque fermée pour justement ne pas avoir trop d'étirement. Ah. Ah oui, parce que, oui, mais du coup, ça aussi un des défauts de travailler avec des logiciels comme Substance et Mari, parce qu'il en faut. En fait, Substance et Mari, c'est juste les parfaits pour travailler globalement sur de la texture. Hein. Franchement, aujourd'hui, on fait plus que ça. Dans tout, hein, toutes les prods, maintenant, enfin partout, hein, c'est devenu la base. Hein. On a même écouté une conf il y a quelques jours sur un format sur le S6, là, où Photoshop était banni du format parce qu'il ne travaillait pas en S6. Donc voilà. Donc bref, mais là, par exemple, on est embêté dans ce cas-là. Parce que là, il a les paupières qui sont ouvertes. Et du coup, lui, Nico, c'est vrai que quand il va peindre dessus, il va faire comment? Il va être obligé de le peindre sur les UV, en fait. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement un blend shape Ouais. temporaire qu'on peut éventuellement générer à partir de ce qu'on a déjà là. Soit on fait un mi-clos, soit on fait un clos, et on peut très bien retexturer, refaire les UV à partir de là. Bah, C'est pas un moi, problème. je sais par exemple que j'avais déjà utilisé cette fonction-là. Dans Mari, on peut charger deux alambics du même objet
Ouais. Et donc du coup, avoir par exemple un objet qui aurait les paupières fermées, où tu peux peindre, et quand tu recharges l'autre, il garde la texture. Mhm. Donc ça peut être une réponse pour toi, Nico, par exemple. Voilà. Oui, après maintenant, il y a des plugins, des méthodes qui font que ça facilite le travail, quoi. Ouais. On n'a plus Moi, besoin de penser. je sais que globalement, la plupart du temps, nous, ce qu'on essayait de faire pour faciliter la tâche, bon, surtout par l'utilisation des Paint 3D, parce que c'est aussi à cause de ça qu'il y a des changements à faire, à opérer sur les méthodologies. Justement, ces fameux blind shape, c'est bouche ouverte et éventuellement yeux fermés. Ça, c'était des blind shapes qu'on utilisait justement pour pouvoir appliquer du 3D painting en fait. Ouais, bah écoute, en tout cas, Nico semble être d'accord avec ça, hein. Il me dit de toute façon que ce soit le blend shape ou ça marchera quoi. Ou même sous Marie, c'est possible, donc pas de souci pour lui. Donc ça marche. Bienvenue Kalashi Shash et Jade ATX. Bienvenue à vous, merci pour votre follow. Ok, très bien. Ouais, du coup, donc voilà, les paupières. Voilà, c'est un débat qu'il faut avoir à chaque fois, hein, je pense. Ouais. À chaque production, ça doit être ça. Ensuite, ce que je disais à Mickaël aussi, c'est que moi, les bouches, j'aime bien qu'elles soient le plus neutres possible. Oui. C'est-à-dire que, hop, si je le prends sur le côté, on peut voir que là, il y a déjà une petite forme de bouche en fait. Il y a une petite vaguelette sur cette bouche. Ouais. Un peu comme si on avait une prémisse de la pleine shape triste, quoi. D'accord. Et bon, là, c'est très léger, donc là, Ouais. comme ça fonctionnerait, hein, pas de problème. Mais ça, voilà, moi, c'est un truc que j'aime bien, mais c'est vrai qu'on peut parfois dénaturer le modèle hein, en rendant la bouche neutre. Mais moi, je trouve que ça évite de bloquer en fait le reste. Parce que si on a une bouche d'un personnage qui est déjà en mode triste, c'est très compliqué de rattraper ça et d'avoir une blend shape sourire, par exemple. Ouais. Donc voilà, moi je sais que j'aime bien travailler avec des trucs très neutres. Donc là, on parle surtout de la commissure hein, qui est de cette partie ici, hein, Ouais, tout à fait d'accord, ouais. qui est là. Après, là, Bah, devant, en fait, il y a une vaguelette devant, mais ça, c'est l'anatomie du lama, donc ça, on peut rien y faire. Hein. Bah, Nico, il dit la même chose, hein. Il dit même combat pour la bouche, hein, au niveau des textures. Hein. Ouais, bah c'est ça. Hein. Là, en fait, cette partie ici, là, qui fait ce petit A, cette petite pointe, en fait, c'est l'anatomie de l'animal, donc ça, on peut rien y faire. On va pas non plus rendre neutre l'animal complet, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment les expressions, en fait. C'est des expressions. Si on peut avoir une bouche bien droite, avec les edges qui sont bien droites, etc., ça facilite le travail du rig, de la blend shape, et puis sur mon mode texture et de l'animation, etc. Quoi. Okay. Ouais, d'accord. Donc, ouais, ça sera encore l'objet d'un blend shape, je pense. Ça peut être aussi une bonne alternative. Parce qu'en fait, l'idée, là, si tu veux, la suite du sculpt, c'est la retopo. Le sculpt, il a il a usage aussi d'être un élément de validation artistique. Oui, c'est ça. Ouais. Et souvent, bon bah, tu vas, même si tu mets pas trop d'intention, on va dire en termes d'expression, t'en mets quand même un peu. Hein. C'est l'ADA qui exige un petit peu ça. Ça. Et c'est vrai que il est peut-être nécessaire à un moment donné, une fois qu'on a fini toute cette phase de retopo, de baking, de choses comme ça, c'est peut-être le moment justement, ouais, voilà, de retoucher un petit peu, apporter de la neutralité sur le visage, parce qu'après on n'a plus besoin du support HD. Ouais. Bah là c'est l'éternel débat entre l'artistique et le technique, quoi. C'est que là, sur ZBrush, en fait, t'as fait un sculpt selon une DA qui a été faite, etc. Voilà. Mais par contre, voilà, après la modée, et même à partir de la modée, hein, on rentre dans les parties techniques. Et nous, on est là aussi pour avoir le meilleur résultat possible en animation et en rendu, au niveau des formations. Et c'est là où il faut parfois rendre neutre les trucs, parce que même si l'animal paraît super beau comme ça et qu'il a été visuellement validé comme ça, techniquement, c'est compliqué après de rattraper les choses, quoi. Donc on peut préconiser tout simplement le fait de resuivre la retopo au maximum autant qu'on peut par rapport au sculpt, jusqu'au moment où il va falloir passer à la phase
tout simplement de rig, où on va essayer de trouver peut-être un blind shape qui va neutraliser les zones qui sont peut-être un petit peu problématiques. Ouais, mais après, pour moi, c'est plus qu'un blend shape. Hein. C'est la modée sur laquelle le rig doit commencer, ça doit être la modée neutre, quoi. On n'y a pas, pour moi, on doit pas Oui, pouvoir. alors, moi j'utilise le terme de blind shape, mais un blind shape c'est juste pour modifier, Oui. modifier ton support de base. Si tu veux, à la fin, le blind shape dont je te parle sera l'élément neutre Oui, sur lequel tu travailles. D'accord. Mais ouais, ça c'est vraiment. Voilà, c'est. Les DA ont parfois du mal à comprendre ça. Mais voilà, c'est normal, hein, eux ils font leur boulot de développement visuel. Ils doivent faire valider un personnage, et si ce personnage doit avoir une expression, ou les yeux ouverts, ou les yeux fermés, etc., il faut qu'il le fasse. Et voilà, quand ça passe à la technique, il y a forcément des modifs à faire. Ouais, non, de toute façon, dans une prod, c'est toujours ce qui se passe. Hein. C'est toujours. Après la DA, c'est toujours les leads techniques qui prennent le dessus et qui font des fois même des retours sur ce qu'il faudrait pour vraiment bien faire le truc. Donc, non, mais ça, pas de souci. Il faut que ce soit clair avec les gens qui nous écoutent aussi. La DA, c'est une chose. On doit s'en approcher le plus possible parce que c'est ce qui a été validé par, souvent, entre guillemets, le client. Mais après, techniquement, pour arriver à ce que lui, il veut, des fois, il faut qu'on fasse des petites... je sais pas comment dire, des ajustements, des petits ajustements, des choses qui vont légèrement le transformer, très légèrement, ou qui vont pas le dénaturer, mais le transformer pour que tout soit possible. Il y a des fois, une DA dite est très compliquée à assumer et fait perdre un temps colossal pour très très peu de choses finalement. Donc on essaie d'être le plus efficace possible dans notre travail. Donc c'est sûr que des fois on fait des choix qui vont déformer très très légèrement pour avoir le maximum d'efficacité, quoi. Voilà. C'est souvent le cas. Eh oui. Voilà. Je pensais, peut-être tu peux... parce que bon, toi c'est ta spécialité du coup le setup, Binge. Je pense que c'est intéressant peut-être de montrer à tous ceux qui regardent, qui ne connaîtraient pas, quelqu'un que tu m'as montré, qui a un rigueur qui m'a l'air d'être un rigueur de talent, et qui me paraît intéressant. Si vous ne connaissez pas, je pense que... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sergi Caballer. Il me semble que j'ai vu Marie sur le chat, je pense qu'elle va reconnaître. Ouais. Parce qu'on a travaillé avec ça. Tac. Alors c'est un... Oui, il est caractère TD et caractère modeler chez Disney, je crois. Et il a fait ce rig là qui... Hop, on va plus le son. Voilà, qui pour moi est au niveau rig facial et au niveau cartoon qui est quand même pour moi une référence. Ouais. C'est ce qu'on a fait pas mal de ces choses-là dans les productions sur lesquelles j'ai travaillé. Mais voilà, son rig permet beaucoup de choses. Et bon, c'est très cartoon, hein. Donc, ouais, bien sûr. Mais finalement, c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas tant de contrôleurs de ça que ça, tu vois. Je trouve invisible, c'est juste invisible. Ouais, c'est ça, je sais. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a un travail derrière, mais ouais. Ben, en fait, c'est ça, hein, c'est... Un rig facial, c'est quand même super important que ça soit le plus simple possible et avoir les meilleures déformations possibles, quoi. Et là, ça marche super bien, quoi. Ah, mais après, ouais, il me semble qu'on voit parfois... il montre à un moment tous les contrôleurs qu'il a. Et il y en a beaucoup, quoi. Ouais, bah oui. Mais c'est les contrôleurs pour faire du détail. Non, mais rien que ça, c'est incroyable de pouvoir faire ça sur un rig. C'est d'une complexité énorme, quoi. C'est ça, en fait, c'est qu'avec il a rendu ce rig un peu facile d'utilisation, quoi, mais derrière, il y a un boulot énorme, quoi. Ouais, donc, ouais. Bon, peut-être pas faire ça sur le lama, parce qu'il y a... Non, c'est pas l'idée. Mais voilà, ça, c'est le genre de rig qu'on peut faire en cartoon. Donc, tu vois, là, il affiche les différents contrôleurs en dessous. Ouais, c'est ça, en fait, au fur et à mesure, ouais. Il en a partout. Il doit ramer violemment. Parce que... Voilà, il en a partout sur le visage. Oh là, ça, c'est très cool. C'est impressionnant. Non, j'avoue, à chaque fois que je le vois, je fais wow, impressionnant. Bon, ok. C'est voilà. Sergi Caballer. Ah, Sergi Caballer. Donc voilà, si vous connaissez pas et que vous êtes intéressé par le rig, c'est un bon conseil. J'apprends un truc, c'est cool. Voilà. Non, je trouvais ça intéressant de le dire à tout le monde parce que c'est vrai que pour ceux qui s'intéressent au truc, je pense que c'est une sacrée référence, quoi.
Ouais, niveau rig, ouais, lui c'est une référence, puis niveau modé aussi. Hein. Il est balèze. Alors la question c'est quoi? Tu donnerais combien d'heures de travail pour ce rig de singe? Pour le rig entier ou le facial? Ah, Bon, ce- bon, on va dire le facial. Voilà, c'est compliqué à dire. Alors personnellement, j'ai du mal à dire. Je vais avoir besoin de tant d'heures pour faire. Je sais pas, imagine, je sais pas, dans une prod, on te demande de faire un singe qui a ce facial-là, tu dis quoi? Tu dis quoi à la prod? Il te faut quoi? 3 semaines? 2 mois? Il faut quoi? Moi, je dirais facile 3 à 4 semaines. Hein. Ouais, moi aussi, j'allais te dire 3-4 semaines. Et pour les deux, et pour le corps? Le corps, c'est toujours un peu plus rapide, on va dire. Donc, le corps, moi, je dirais pour un corps comme ça, bon, on l'a pas vu, mais un corps normal, on va dire, Ouais. il y a 2 semaines et 3 grands max, quoi. Ouais, alors du Ça coup, c'est ça, ouais, du coup, ça fait 6 à 7 semaines, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, d'accord. Bah, dans les prods, dans les dernières prods que j'ai fait, on faisait un facial qui s'approchait un peu de celui-là. Et un corps aussi qui s'approchait de ça. Et on était un peu plus court parce que voilà, c'était une prod un peu serrée, quoi. Mais je crois qu'on avait 4 semaines pour tout faire. Ouais, 4 d'accord. semaines et on faisait pas à 100% ce que lui a fait, quoi. Donc voilà, 6-7 semaines, c'est vraiment pour être bien et faire un beau truc, quoi. Ouais, ouais. Et puis en plus, comme dit Cyril, il a des props en plus sur lui. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, donc non, c'est. Ok, c'est bien. Bah, tu vois, un peu. Enfin, 1 mois et demi, quoi, finalement. Ça va, putain. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, c'est carrément, c'est carrément raisonnable pour une prod. Hein. Bon, après, derrière, il y a du développement, on imagine quand même. Hein. Non Ouais, après voilà, Bah là, il faut imaginer qu'il a déjà été fait le développement, hein, parce que sinon. Ouais, Ah, ça, c'est cette voilà. semaine où les trucs ont été un peu automatisés, etc. quoi. Sinon, laisse tomber. Si rien n'existe derrière, Alors, t'es mal. si rien n'est fait, en fait, si c'est pour quelqu'un qui a, en gros, jamais commencé à faire un début truc comme ça, c'est même pas la peine. Il y en a pour 2 ans, quoi. C'est vraiment pas la question pour le coup, hein. Enfin, à mon avis, parce que développer ça, entre guillemets. Bah, après, ouais, voilà. Apprendre et développer ça, ça prend plus que 2 semaines, tu vois, ça prend plus que 2 mois, quoi. C'est juste, tu vois, c'est beaucoup plus long, quoi. Non, là, j'imagine que t'es habitué à faire ça. Combien de temps il faut pour faire ce truc-là, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. 6-7 semaines, je pense que c'est faisable. Ok, très bien, merci. Faut charbonner quand même, mais. Ouais, c'est clair. C'est clair, faut pas se rater, quoi. Ok, Ouais. très bien. Bon, ben parfait, c'est cool. Bon. Du coup, pour le facial, donc là, pour toi, on est bon au niveau de la topo, finalement. Ouais, la topo est bonne pour moi. Alors, j'ai pas regardé en détail les emplacements des étoiles, mais là, vu comme ça, elle me semble logique, on va dire. Ouais. Voilà, pour expliquer un peu les étoiles qui sont ces éléments-là. Ici, donc avec 5 branches. On l'appelle des pôles aussi. Ouais, voilà, bah, c'est des éléments qui sont. Alors, j'allais dire indispensables, mais non. Ils sont obligatoires, mais obligatoires forcés, on va dire. Ouais, forcément. C'est quand tu modélises, obligatoirement, tu obtiens des étoiles. Voilà, Une étoile, c'est ça. c'est lorsque tu changes de système. C'est-à-dire, en gros, autour de l'œil, tu as des ronds. Et ben, Alors, bah, après, tu n'as plus de ronds et forcément, ça fait une étoile, quoi. C'est quand t'as une rupture de courbe, plus précisément. Voilà, rupture de courbe. Très bien, très bien. Voilà, les étoiles, ben. Donc, il y en aura forcément. Il faut essayer de les placer à des endroits un peu stratégiques. Alors souvent, les endroits où tu sais que ça va creuser la plupart du temps, ça a une tendance au smooth, ça a une tendance à créer une dépression. C'est-à-dire à créer Ouais, une petite... c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. Si tu veux une surface lisse, vaut mieux éviter de mettre une étoile à cet endroit-là, quoi. Mais bah là, en fait, Michael les a mis, celle-là, il y a celle-là. C'est toutes les ruptures de courbe, comme on les appelle, au niveau des yeux et de la bouche. Alors, il y en a plusieurs, il y en a une là, il y en a une petite ici. Mais souvent, moi, je leur dis aux étudiants toujours, ne vous focalisez pas sur les étoiles, quoi. Globalement, ouais, modélisez, modélisez comme vous pouvez, faites ce que vous pouvez, et à un moment donné, lorsque vous aurez quasiment fini, regardez un petit peu où ça se trouve, et après, c'est plus une question de logique, quoi. Comme tu dis, si c'est un endroit totalement plat, et en plus qu'il y a du mouvement, c'est non. Par contre, si c'est un endroit où effectivement c'est dans une dépression d'un creux, ça va aller. Si c'est dans un endroit qui bouge pas du tout, pour une raison X, ça bouge pas du tout. Bon, là ça irait quand même, hein, parce que du moment que ça bouge pas, ça va.
C'est Enfin ça. voilà. En gros, ne vous focalisez pas sur les étoiles, ça n'a pas d'intérêt de commencer par exemple par placer des étoiles. J'ai vu des modeurs qui me disaient, enfin des jeunes, des modeurs qui me disaient, oh ben moi ce que je fais c'est que je commence par placer mes étoiles et ensuite je modélise. Je dis, mais putain, mais non, ça n'a aucun sens quoi. Non, bah, Non mais, bah non, non, mais parce que non, mais il faut essayer de les éviter. Donc, non, mais je l'ai si tu- entendu, hein. Donc c'est vraiment genre en mode je sais où elles sont, donc je vais faire ça quoi. Ouais. Donc voilà. Alors tiens, c'est marrant. Il y a Singali qui dit Team Jean-Yves. Alors je sais pas Ah, si Jean-Yves Herbois, Alors oui, j'imagine que tu parles de Jean-Yves Arbois. je pense. C'est le Jean. Ben, je pense le Jean-Yves de la trolley, il me semble que c'est Jean-Yves Arbois, mais Je ne connais pas beaucoup d'autres de Jean-Yves. ben, c'est ça. Alors des gars, oui, il dit oui. Donc Ah oui, Jean-Yves. donc voilà. Bon ben écoute, par exemple, je sais pas si lui fait ça comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ne vous focalisez pas sur les étoiles, ça n'a pas de sens quoi. Modélisez et ensuite voilà. Mais voilà, niveau rig, en fait, on regarde souvent c'est l'emplacement des étoiles, c'est parce qu'en skin aussi, ça peut être un peu compliqué. Donc, par exemple, à ce niveau-là, si on veut surélever les lèvres, s'il y a une déformation au niveau de cette étoile-là, bah, on aura une perturbation, on va dire. La déformation sera plus logique, sera pas logique par rapport à côté, quoi. C'est pour ça aussi qu'un rigueur doit regarder les étoiles, il doit voir où elles sont pour. Ouais. Alors du coup après bon on peut aussi s'amuser à les déplacer. L'avantage qu'on a sur le fait de faire une retopo sur un modèle déjà existant, parce qu'on peut en parler, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats aussi pendant un moment donné pendant quelques années. Maintenant ça s'est un peu tassé, mais sur la question de l'utilité d'avoir un modèle sculpté en amont. Et sur le fait de faire une retopo en disant bah ouais on fait 2 fois le travail, nanana, ça sert à rien, etc. Je pense que c'est un débat stérile, mais l'intérêt d'avoir l'un des principaux intérêts quand malgré tout d'avoir un modèle HD en dessous qui sert de support, c'est que on peut casser ce modèle, on peut le modifier, le volume ne sera jamais modifié vu que lui sera déjà figé. Et si on se rend compte que, par exemple, techniquement, on n'arrive pas à avoir les déformations qu'on veut, c'est pas grave. On rediscute de ça avec le rigueur, justement. On va casser les choses qui sont problématiques et essayer de les résoudre. Et on n'aura pas perdu la partie artistique où on a déjà tout modelé, etc. Non, Donc mais ça, clairement, je pense que tout le monde est OK avec ça, quoi. Hein. Ouais. Moi, mais c'est justement, là, c'est l'intérêt, justement. Là, s'il y a un truc qui pose problème, tu vois, on peut se dire, bon, bah là, on s'arrête là, boum, ah, ça pue, là, ça va pas, hop, on casse le truc, on corrige et c'est cool. Ouais, clairement, d'avoir le modèle qui est lui, avec tous ces détails en haute def, ça permet toujours de se référencer, d'être sûr qu'on est bien, etc. Bah, c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de boîtes qui font, il y a des gens qui font que ça, qui font que du ZBrush de sketch, et qui savent pas du tout modéliser, entre guillemets, et qui sont là juste pour artistiquement balancer du truc qui tabasse, quoi. Balancer du modèle, ouais. Voilà, donc voilà, on est clair là-dessus. Après, moi j'essaie juste de garder un tout petit peu de distance avec ça, avec les étudiants, notamment ceux qui vraiment débutent, parce que ZBrush a aussi tendance c'est facile. Tu vas vite modéliser, tu vas vite sculpter, et en fait, t'en oublies un tout petit peu la fonction même de comment doit être un maillage, justement. Et toi, Oui. Voilà, Mickaël, toi qui connais bien tout ça, t'as pas aucun souci de montrer cette broche. Toi, tu montres ça parce que tu es habitué, parce que tu sais exactement ce qui va se J'ai surtout commencé à modeler sans ZBrush. Mais exactement, mais voilà, et justement, donc c'est pour ça que je continue à dire que apprendre à modéliser, je dirais presque à l'ancienne, reste pour moi une valeur Ça, c'est d'apprentissage. nécessaire. Ça, il n'est pas question de remettre en question ça, bien entendu. Non, mais bien d'accord. C'est surtout le fait de se dire que, bon, en ayant un support artistique, un support formel, un support volumique, d'une certaine manière, un volume qui est toujours là, ça permet de plus facilement casser sa topologie pour la réparer, en fait. Ouais. Parce qu'il y aura toujours quelque chose sur lequel on peut s'appuyer sans, ça sera pas destructif, en fait, dans tous les cas. Ouais, Voilà. je suis d'accord. C'est ça l'idée. Ok, très bien. Est-ce que Benjamin, on commencerait à faire un petit coup de setup, ou enfin au moins de placement ou pas? Bah, ça c'est toi qui vois, hein, tu me dis. Bah écoute, on a encore un peu de temps. Écoute, voilà. On est. Bah après, on peut placer des joints.
pense qu'on arrivera aux mêmes explications que les pivots que j'ai fait là. Mais on peut si tu veux, hein, moi ça ne me dérange pas. Bah écoute, oui, bah, comme ça, voilà, on voit un petit peu comment tu utilises ça, et puis ça permet d'enchaîner tranquillement. Il nous reste une petite demi-heure, voilà. Ouais. J'essaie toujours à ce que mes lives soient à peu près de 2 heures pour que ça reste intelligible, tu vois. Ok. Donc, Alors, excuse-moi, Michael, mais moi je replace le mesh selon la grille. Oui, normal. Alors effectivement, oui, ça de mon côté. J'avais expliqué pourquoi je l'avais pas fait. Oui. J'en ai parlé avec Damien. Ouais. Simplement, c'est parce que quand tu sculptes dans ZBrush, l'espace est pas le même. Ouais. Et ce qui fait que du coup, moi, je voulais modifier potentiellement le maillage assez rapidement, juste en faisant des allers-retours entre ZBrush et Maya. Le fait de ne pas bouger le point pivot, le fait de pas déplacer le modèle, du coup, me c'est facile, de facile, retourner sur les pattes à chaque fois, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Mais là, a priori, on est plutôt bon. Du coup, comme tu es bon, on va pas avoir besoin. Donc, je pense que c'est bon. Il y a quand même celle qui voulait juste poser une petite question. Il disait peut-être, ça peut être intéressant aussi quand même de parler rapidement de la colonne et du coup, pour avoir une idée de comment on va le traiter. Ouais, je vais reprendre mon petit schéma. Ouais, voilà. Alors, la colonne, c'est un peu comme un peu le reste. C'est est-ce qu'on part dans du réaliste ou on part dans du cartoon? Ouais. Là, on est dans du cartoon. Donc là, on peut voir que sur l'anatomie réaliste, la colonne est très très proche du haut en fait. Ouais. Et tout le reste, c'est la cage thoracique. Mm. Ça marche en fait quand on fait vraiment du réaliste et que les mouvements du corps en fait vont être assez limités parce que la cage thoracique est quand même ultra balèze. Ouais, elle est grosse. Hein. Et ça se plie, mais ça se plie pas non plus de dingue. Donc là l'anatomie, c'est ce qu'on utiliserait pour du réaliste. Moi en cartoon, ce que j'ai tendance à faire, c'est de centrer les pivots. Donc par rapport, donc là on a le haut du corps et le bas du corps. Moi je sais que les pivots des colonnes, j'ai plus tendance à les centrer. Donc on aurait ici, je suis un peu perdu. Hop. Ici l'arrière-train. Ici on va mettre l'avant, on va dire. Hop. Là je le fais un peu à l'arrache, on va dire. Donc là souvent ce qu'on a sur les colonnes des quadrus en rig, ouais. On a souvent ici une box et on a une box ici. Et ces boxes-là en fait permettent d'activer les jambes arrière et cette box-là permet d'activer les jambes avant. Ouais. Avec le cou qui est accroché, etc. Voilà, moi j'ai tendance à mettre les points de pivot au centre pour avoir des déformations qui sont équivalentes en haut et en bas. Parce qu'en cartoon, en fait, on va bouger dans tous les sens. On n'a pas à penser réaliste, etc. Même s'il faut rester logique, hein, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai toujours tendance à centrer ça. Okay. Donc là, je sais pas combien de sections je mettrai entre les deux, mais souvent on met un carré au début, un carré à la fin, et des éléments, des contrôleurs ici, quoi. Donc il y aura peut-être un contrôleur là et peut-être un de chaque côté en plus. Ouais, d'accord. Ça dépend du système qu'on met en place en fait. Voilà. Et ça dépend aussi de l'animateur ce qu'il veut, etc. Okay. Il faut savoir que ces box là, celle à l'avant et l'arrière, elles sont indépendantes. Donc si l'arrière bouge, l'avant ne bouge pas. Ouais. Justement pour laisser beaucoup plus de liberté à l'animateur. Pour voir un peu le fonctionnement de ça, il faut imaginer un chien qui s'étire en fait, qui s'étire les pattes avant et en fait il baisse tout le bas de son corps mais son arrière-train reste en l'air. Ouais. En fait ce système-là permet de faire ça en fait. Quand cette box-là va descendre, cette box de l'arrière-train va pas bouger, va rester fixe et la patte avant elle va se plier comme ça. Normalement, ouais. Voilà. Donc ça permet une liberté, on sépare en fait les deux. Parce que voilà, les quadrus ils ont des possibilités de déformation assez ouf, donc il faut recréer ça et ça n'empêche qu'après on a un contrôleur global qui permet de gérer le tout quoi. Oui, qui permet d'avancer tout, bouger tout vers le bas, etc. D'accord. Mais il faut laisser à l'animateur la liberté de gérer l'arrière-train et l'avant et les épaules et le cou. Ok, nickel. Et pour le coup du coup
Et le coup, c'est un peu pareil en fait. Là, on peut voir que sur l'anatomie, ça part quasiment du centre et ça remonte et ça bifurque un peu derrière la tête. Euh, je sais que le coup, moi, je fais aussi ça. Je fais des pivots un peu centraux. Donc là, je les place un peu à l'arrache, mais je les laisse au centre pour ne pas perdre de déformation, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà, si vous mettez un pivot ici, en fait, hop, à cet endroit-là, les vertex qui sont là, ils auront tendance à passer beaucoup plus vite que si vous mettez le pivot au centre. D'accord. Perdez une liberté en fait. Après c'est toujours pareil, hein, certains rigueurs préfèrent coller à l'anatomie et avoir un truc qui est réaliste. Voilà, moi j'ai toujours tendance à centrer, il faut pas non plus voilà, le rig c'est déjà bien, c'est compliqué comme ça. Si on peut faciliter la vie et ne pas réfléchir trop longtemps, autant le faire quoi. Et sinon la tête, alors on peut voir que sur l'anatomie, le pivot de tête est je pense là, il me semble. Là il faut, je pourrais pas me décider sans faire de test encore de skin, parce que il faut que la déformation ici et ici en fait soit la plus belle possible. Et parfois le pivot il est à des endroits complètement illogiques, mais la déformation fonctionne en fait. Donc si on suit la logique que j'ai fait du corps et du cou, moi mon pivot il serait un peu plus au centre. Je pense qu'il serait plus ici. Donc qui est décalé par rapport à la réalité. Ouais. Mais ça encore voilà, il faut faire des tests. Là je peux pas dire c'est ce que je vais faire, etc. D'accord. Ouais, ça tu le fais au moment où tu le fais en fait. Tu fais des petits Ouais, tests. c'est ça, ouais. Le pivot de tête c'est toujours un peu compliqué, même pour les bipèdes, hein, même pour les humains. On essaie toujours de le mettre un peu de façon réaliste, mais parfois ça marche pas quoi. Et c'est là où la 3D on peut se permettre de tricher. L'animateur, que le pivot soit là ou soit juste au-dessus, ça va pas trop lui changer la vie en fait. L'animateur, ce qu'il veut, c'est que la déformation soit la plus belle possible et qu'il n'ait pas à animer 3 contrôleurs pour avoir un résultat quoi. Donc voilà. Ce que j'aime bien faire pour le coup aussi, alors là, je vais peut-être afficher le mesh. Alors, c'est un ancien mesh, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ce que j'aime bien faire pour le coup, donc ici on a un coup, on a la base qui est, hop, on va dire ici. Ouais. Donc le système du coup commencerait ici en fait. Voilà, les pivots que j'ai fait tout à l'heure, ça commencerait là, etc. Ouais, ok. Ce que j'aime bien faire pour le coup, moi, c'est mettre un pivot qui est quasiment équivalent à la hanche. Donc moi, je mettrais un pivot qui est ici pour avoir une latitude en fait sur le coup et déformer un peu à partir d'ici en fait et de là. D'accord. Et ça permet d'augmenter les mouvements du cou et éviter que si le lama baisse la tête, bah ça se fasse pas que à partir d'ici en fait. Ok. De là, mais ça se fait à partir d'ici en plus. C'est un peu alors, je vais pas perdre les gens à dire ça, mais c'est un peu le système d'une hanche en fait. C'est un peu ça, tu vois, j'ai une hanche pour le coup, on va dire. Bah, ça fait comme un dégradé entre deux systèmes en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, ça me permet d'avoir plus de latitude en fait pour mon donc le coup, il bougerait à partir d'ici quoi. Ouais. Dans ce sens-là, hop, hop. Et ensuite, après, il y a le vrai système de coup quoi. Ouais, d'accord. Donc ça rajoute un truc en plus qui peut permettre à l'animateur de moins galérer. Parce que là, si le lama il broute par exemple, même s'il va baisser un peu l'avant, avoir ce contrôleur là, ça peut lui permettre de faciliter son animation quoi. Oui, clairement, s'il doit baisser la tête, genre brouter, effectivement, il faut que ça tourne plus que ton système en fait. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça, faut que ça tourne plus que la base du coup. En fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi je mets souvent un pivot un peu plus loin et qui a plus d'amplitude. Puis voilà pour le coup. Ouais, bon, ok. Ouais, je pense que ça répond bien à la question, quoi. C'est pas mal. Ouais, nickel.
Bah écoute, éventuellement si tu pouvais voilà, commencer comme si tu commençais, juste pour voir un peu comment voilà, tu travailles, tu places tes joints, savoir un Ouais, peu voilà, si tu as des réglages particuliers ou si tu as des... Bon là on rentre dans une toute petite partie technique, ça va pas durer longtemps hein, puisque on va se quitter dans voilà, un quart d'heure, 20 minutes. ouais, Mais ouais. ça permet de, voilà, pour ceux qui sont un peu techniciens, de voir aussi des choses un peu techniques, quoi. Ouais, bah en fait, là, moi, mes joints, ce que je fais au début, c'est que je les place. Je m'occupe même pas des orientes, etc. Ouais. Je place mes joints. Donc là, hop, j'aurai ma hanche ici. Donc là, tu replaces tes joints comme tu l'as dessiné un peu, Ouais, c'est sans te ça, ouais. préoccuper de rien, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Hop, je fais un premier placement. Alors, faut toujours faire attention que. Alors là, les jambes sont un peu vers l'intérieur. Ouais, Mais en gros, voilà, qu'à partir de ce point-là jusqu'à à la cheville en bas, là, ouais. il faut qu'on ait un alignement. Ah. Est-ce que ça va te poser problème ou pas? Non, non, c'est juste que bah, je vais aligner. En fait, au lieu de partir tout droit ici, donc si je fais ça et que je veux placer ma cheville, on voit que j'ai un décalage. Ouais, d'accord. Tu En gros, remontes, voilà, tu celui-là, je décales vais un peu, quoi. l'incliner de base, quoi. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Tac. Et du coup, là, j'aurai ma cheville ici. Ok, logique. Et voilà, tout ce qui se passe entre ce point-là et la cheville ici, C'est il sur une faut ligne. que tout soit aligné, ouais. Ok. Sinon, on a des problèmes avec les IK, etc. Ouais, en fait, tu fais du single plane, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Hop, voilà, c'est là. Alors, c'était team. Voilà, là, je fais même pas mes orientes en fait. Là, je place vraiment mes pivots. Ok, ok. C'est vraiment un peu de la recherche, on va dire. Et ouais, d'accord. Tu places tes points, ok. Je comprends. Comme ça, vraiment, tu te focalises vraiment sur les endroits spécifiques, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te dis, C'est bon, ça. ok, ça doit être exactement là, ça doit être exactement là, etc. Et après seulement, tu t'occupes des orientes, je sais pas comment tu fais après. Bon, on verra. Ouais, ça va être un peu plus tard. Mais tu vois, là, j'ai un décalage. Du coup, j'imagine que c'est un peu plus compliqué pour une patte qui est tordue dans les trois directions. Ouais, ouais, ça c'est un peu plus chiant. Mais bon. D'accord. Alors ça, ce sont des locators que tu poses, c'est ça en Non, fait? c'est des Non, joints. c'est des joints. Je mets les joints, moi, Il a mis directement. des joints de base. Ouais, t'en as certains rigueurs qui mettent des locators. Ouais. Alors, je peux aussi le faire en locator hein, s'il faut. Oui, en fait, c'est le même principe, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, les locators, ça permet ça. Alors, le locator, l'avantage de ça, c'est que quand tu fais tes orientes, bah, tu vois un peu ton oriente, c'est visuel, on va dire. Hmm. Ouais. Voilà, si je le refais avec des locators, donc là, elle serait vers là. Mais voilà, c'est pas une science exacte, c'est pas parce que là je le mets comme ça que je reviendrai pas dessus tout à l'heure. Oui, bien sûr, bah oui, non, mais ça c'est normal. Ça. Rien n'est figé dans le marbre, on va dire. Bah, il y a beaucoup d'expérience et beaucoup de tests. C'est-à-dire que Ouais, ouais, c'est ça. on a beau connaître la technique, on a beau connaître la recette, à un moment donné, tu te poses toujours et tu remets sur le plat, je dirais, toute ta Ouais, connaissance, quoi. Donc en gros, tu c'est ça. arrives, tu mets ton locateur, tu fais ah ouais, mais est-ce que vraiment je devrais le mettre là? Bah ouais, c'est normal quoi. D'ailleurs, c'est une question qui revient de temps en temps. Bon, pas là, mais c'est arrivé plusieurs fois. On m'a dit, des fois, quand tu fais, parce que j'ai fait des vidéos en live avant de faire cette séquence avec le lama. Et il y a eu des Ouais, questions du genre ah mais des fois quand tu fais ça tu reviens en arrière et finalement tu t'es trompé. Je dis, non, je me suis pas trompé. En le faisant, je me suis aperçu que c'était pas la meilleure façon de le faire, quoi. ouais, Donc ouais. je suis au juste revenu pour essayer de faire mieux. Mais je me suis pas trompé. La méthode, je la connais et je la montre. Le problème, c'est pas une question de se tromper. C'est une question de justement parce qu'on connaît bien la méthode et qu'on connaît bien ce qu'il faut faire, qu'on essaye systématiquement d'améliorer le système. Donc sur chaque élément, là c'est un lama, la prochaine fois ce sera un humain, la prochaine fois ce sera un chien. Sur chaque nouvel élément, on remet toute la connaissance qu'on a sur la table et on se dit bon, voilà ce que je sais. Est-ce que ça va marcher? Comment ça va marcher, quoi. Ouais, Donc c'est ça. voilà. Donc ce qui est justement tout l'intérêt d'avoir une connaissance, c'est justement c'est pas figé, quoi. C'est pas ça marche toujours comme ça à 100%. Dans ce cas-là,
une fois un script et après on n'a pas besoin de le faire manuellement. Là. La preuve que non. Il existe d'ailleurs des des setups automatiques, hein, mais je crois pas que ça existe pour les quadrupèdes. Hein. Je sais Alors, pas. si, les autorigs, il y a toujours des trucs qui existent un petit peu, mais en fait, on fait plus d'autorigs pour dire je veux un bipède ou un quadrupède. Ce sont les autorigs, je pense que c'est souvent plus des outils, on va faire des parties de corps, en fait. C'est ça, ouais. 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 Bah, d'ailleurs, ça a plus de sens, hein, d'ailleurs. Hein. Tu dis, tiens, fais-moi automatiquement un double, une seule jonction avec deux bones, avec tout qui est connecté. Peut-être ça a plus de sens quand même. Tu vois, là, je vais avoir un problème sur les articulations. Ouais. Je pense. Ils sont pas forcément. En gros, là, si je suivais la monnaie. Tac. Et Nico qui fait, bah ouais, on n'aurait plus beaucoup de taf hein, si tout était automatique. Ouais, ça. Ah, j'imagine que t'as un problème d'alignement. Ouais, ça va être ça, ouais, je pense. Bah, ça, je pense qu'on doit pouvoir, Oui, ça se modifier facilement ça. Hein. En gros, là, je suis un peu. Et encore celui-là, il est mal placé. Hop. Bon, j'en profite pour faire la pub de la chaîne rapidement. En tout cas, merci à tous hein, d'être là. C'est super cool de vous voir le dimanche. J'essaie vraiment d'instaurer ce rendez-vous. Il y en a pour un paquet de temps encore, hein, parce que là, on est qu'au setup. Il y a au moins 2 ou 3 sessions de setup, parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire. Entre tout le corps, plus le facial qu'on veut un petit peu comprendre un peu comment ça marche. Il y a toute une partie qu'on n'a pas encore discutée. Il y a les blend shapes du lama. Ouais. Donc il y aura des allers-retours avec Benjamin notamment, etc. Donc voilà, cette partie-là, toute la partie, tout le film, va durer encore au moins de ce que j'ai compris, il y a au moins 15 à 20 sessions. Donc il y a du temps, quoi. Mais voilà, ça prend du temps d'organiser ça. Des fois, j'ai des petits ratés au démarrage, comme on a vu ça tout à l'heure. Voilà, donc merci de me supporter. Pour tous ceux qui suivent la chaîne, merci encore. Pour ceux qui sont abonnés, vraiment, je les remercie 100 fois. Merci de vous être abonnés à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas que si vous avez Prime, vous avez Amazon Prime, tout ça, vous pouvez gratuitement, avec votre abonnement, utiliser votre Prime pour cette chaîne ou pour une autre. Merci encore à tous d'être là. C'est très, très chouette d'être en live. Voilà. Merci. Alors, on a une petite question, du coup, j'enchaîne direct. Vas-y. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, du côté contrat. Alors là, on n'avait plus dans le setup, hein, mais c'est pas grave. Du côté contrat, il y a beaucoup de demandes en freelance où il vaut mieux rentrer dans une entreprise en tant que rigueur. Parce que quand on regarde sur ArtStation par exemple, il n'y a pas tant d'offres que ça en rig pour du freelance. Alors ça c'est une question qui est assez drôle parce que, enfin pas drôle hein, mais dans le sens, on a chacun sa réponse. Hein, mais ça sent que effectivement t'es pas encore allé dans une boîte ou une assez grosse boîte ou en tout cas t'es pas encore totalement dans le système. Parce que c'est clairement un poste, le rig. Où pour être freelance, il faut être sacrément bon. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. Seuls les meilleurs. Les meilleurs. Ouais, exactement. C'est-à-dire que faire confiance à un rigueur quand il est dans ta boîte, que tu es dans une grosse boîte, et que en gros, tu as un projet et qu'il est là tout le temps, etc. Ok. Faire confiance à un rigueur en freelance, alors là, c'est juste rien à voir. C'est un autre monde. Donc effectivement, la réponse, je dirais en tout cas ma réponse, après il peut y avoir d'autres réponses, mais ma réponse c'est non, les contrats en freelance, en rig, il n'y en a pas, et c'est normal. Il faut d'abord se faire un sacré nom en boîte traditionnelle, quoi. Alors, surtout vas-y. Petite pondération là-dessus, mais je pense que c'est un peu pour tous les métiers, hein, globalement. Le freelancing, alors déjà, mieux vaut vous faire une expérience en boîte, ça c'est clair, c'est essentiel avant le freelancing. Ne serait-ce que pour savoir comment gérer une demande, une commande, comment gérer en fait simplement un projet qu'on vous demande de faire pour pouvoir le mener à bien. En sachant que travailler pour un patron ou travailler pour un client, ça n'est pas du tout la même mayonnaise. C'est pas du tout la même chose. Et généralement, on a tendance à se dire bon bah ouais, si je trouve pas de boulot, tant que je me crée mon propre boulot. Soit, pourquoi pas. En revanche,
le freelancing, je pense que ça ne devrait pas être réservé aux débutants. Ça devrait pas être, pardon. Je pense que c'est un vrai danger pour les débutants de se laisser tenter par ça, parce que finalement, vous allez vite vous retrouver à devoir travailler plus que de raison, parce que y a des ajustements à faire, parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous n'avez pas l'habitude de gérer des clients, des gens, ou parce que vous n'avez pas accès d'expérience professionnelle, vous allez vite vous retrouver submergé par le travail. Mais ça, c'est d'expérience que je vous parle de ça, voilà, simplement. Et voilà, moi je pense que globalement, il vaut mieux se faire peut-être aller 5, 6, 7 ans, on va dire, de boîte, et ensuite de se lancer en freelancing, ça me semble pertinent, quoi. Ouais, moi aussi. Benjamin, tu dis t'allais dire quoi? Ouais, c'est surtout qu'en rig, en fait, là où c'est compliqué de faire du freelance, c'est que le rigueur, la plupart du temps, il est quand même bien ancré dans le pipeline de la boîte. Et un rigueur à distance, c'est compliqué de lui délivrer les outils, lui donner les outils, lui donner accès, etc. Ouais. Moi, je sais que je suis rigueur, mais je fais aussi de la programmation, donc je développe les outils. Ouais. Voilà, c'est impossible de le faire, sauf si la boîte il met vraiment du cœur. Et voilà, c'est parfois compliqué en fait, parce qu'en rig, c'est vraiment intégré à la technique, intégré au pipe. Ouais, Donc, je suis d'accord. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que en rig, il y a... Alors, je sais pas si ça joue sur le freelance, hein, mais en rig, il n'y a pas énormément de monde, on n'est pas beaucoup, et il y a encore moins de postes que le nombre de rigueurs sur le marché, on va dire. Et je pense que toutes les grosses boîtes, dès qu'ils ont un rigueur sous la main qui leur convient, ils essaient de le garder au maximum. Et ils n'ont pas besoin en fait de freelance pour ça, quoi, parce qu'ils ont la plupart du temps un rigueur attitré qui leur fait tout le travail, quoi. Et ils essaient de le garder le maximum. Ouais, tout à fait. Ça peut jouer aussi, quoi. C'est vraiment un poste qui est compliqué à trouver. Voilà, il y a des périodes où il y a zéro boulot en rig, contrairement à maintenant là où quasiment toutes les boîtes cherchent un rigueur. Ouais. Voilà, c'est un des trucs qu'on a le plus de mal à externaliser. Ouais, mais c'est ça, c'est compliqué. Alors moi, je sais que c'est possible parce que je le fais. Je suis externalisé à la boîte, mais la boîte, voilà, ils ont fait l'effort de le faire, etc. Et j'ai la confiance de la boîte. Donner à un freelance inconnu, on va dire, les clés du pipeline et les clés de la technique, moi, je peux comprendre que ce soit compliqué, quoi. Personnellement, je peux marcher. Mais ça marche, voilà. Ça marche la plupart du temps sur les petites prods de jeux, tu vois, des petites prods mobiles, des choses comme ça. Ça marche quand les prods n'ont pas le choix, quoi. Non, mais un problème, il y a quand même un gros souci avec ça, c'est que quand même, comme le rig, c'est quand même un peu le cœur de l'histoire, c'est-à-dire que sans rig, pas d'animation, pas de film, rien, quoi. Imagine que le rigueur il dit « Eh oh, vous m'avez saoulé, je suis freelance, salut, bye bye ». La boîte, elle est mal, hein. Elle est hyper mal. Donc, je pense qu'il y a des risques que les boîtes ne veulent pas prendre. Et seules les boîtes qui les prennent, c'est parce qu'ils connaissent très bien leur rigueur, ce qui est ton cas. Et donc, du coup, ils ont travaillé avec eux déjà plusieurs années ou plusieurs prods et ils en ont très confiance. Donc, de toute façon, il n'y a pas photo. Et puis, il y a un autre point que soulève Nico que je trouve intéressant. Il dit c'est quand même en plus dommage de ne pas profiter d'une émulation dans la boîte avec d'autres corps de métier et d'autres collègues. C'est vrai que rien ne vaut l'apprentissage sur une production avec des potes, quoi. Avec des gars qui sont à côté de toi, qui te montrent des trucs, t'as 2 rigueurs, 3 rigueurs sur une prod. Enfin, ça, franchement, c'est 100 fois mieux que d'être chez toi à essayer de régler ton problème sur ton rig, etc. C'est pour ça que... Contractuellement, ça va plus vite, hein, tu résous plus vite les problèmes. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'aussi on parle de se faire des années en boîte d'abord avant d'être freelance. Parce que freelance, ça veut souvent dire être chez toi quand même, hein, ou être chez toi, être dans une... Enfin, peu importe, dans une structure où t'es seul, quoi, t'es externalisé, quoi. Donc ça veut dire finalement, tu te retrouves quand même vachement tout seul, quoi. Donc... C'est ça. Ouais, c'est pas alors la après, meilleure. Ça m'arrivait de faire j'ai fait pas mal de contrats en freelancing sur place, hein, par choix en fait aussi, pour pouvoir gagner vraiment du temps, justement parce que quand tu sens que ça va être des clients relous, en fait, autant être sur place, quoi. Oui, tout à fait. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé ça. Oui, tout à fait. Après, c'est juste une question de contrat. En fait,
La vraie question qu'on pourrait se poser, et d'ailleurs, si on devait reprendre la question qui a été posée, c'est de dire, c'est pas tellement une question de freelance, c'est une question d'être à la maison ou d'être dans une structure. Voilà. Avec d'autres, de la prod en fait. Parce que d'être en freelance, mais dans une structure avec de la prod, parce qu'en fait c'est un type de contrat qui les arrange, c'est pas un problème en fait. C'est moins problématique. Par contre, être chez toi, c'est là où vraiment c'est problématique, quoi. Surtout quand tu démarres, hein, les premières années, quoi. Oui, et puis un freelance junior, ça n'existe pas. Non, freelance junior, ouais, je suis convaincu aussi que c'est Il y a toujours des contrats, ils arrivent toujours à trouver des contrats. Moi, j'ai pas mal d'étudiants qui, des fois, ah bah tiens, quel contrat je peux prendre? Là, j'ai reçu une proposition. Qu'est-ce que tu penses des tarifs, machin? Tu vois, par exemple, il y a plein de questions comme ça qui arrivent parce que, par exemple, sur Facebook, ils ont été contactés parce qu'ils ont montré un truc un peu sympa. Il y a un type un peu lambda qui a un projet qu'il voudrait pouvoir faire. Il n'a pas forcément les moyens de s'offrir une entreprise ou un truc comme ça, donc il va prendre du junior en pâtir ou du petit étudiant en se disant c'est bon. La plupart du temps c'est un piège. La plupart du temps c'est un truc où vous finissez corvéable à souhait, quoi. Vous êtes la plupart du temps réduit en esclavage. La plupart du temps c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le projet vous bouffe la vie. Parce que vous n'avez pas l'XP, parce que le client, lui, n'a pas conscience réellement de ce qu'il peut vous demander. Et la plupart du temps, un étudiant qui va se demander, tiens, bah là, je vais faire 600 balles, c'est super, je vais me faire 600 balles, là, ce mois-ci, la plupart du temps, je fais 0. 600, c'est super, alors qu'en fait, finalement, le travail que vous avez effectué en vaut 3000, 4000. C'est ce genre de choses qui... C'est un peu le côté acte manqué que dit Nico. Il disait, ça fait aussi un peu le côté acte manqué du genre une opportunité qui se serait jamais présentée si ça n'avait pas été comme ça en freelance par un mec qui en gros t'a chopé ton contact et dit attends, j'ai demandé à un jeune là qui sort, tiens, tu saurais pas me faire un lama en setup là parce qu'on a besoin d'une animation. Et donc du coup ça fait vraiment genre ce genre de plan. Sachez un truc, c'est qu'il n'y a pas mieux pour se faire du mal, quoi. C'est vraiment les plans horribles. Le mieux, franchement, hein, le mieux pour se faire des plans entre guillemets travail qui soient pas trop compliqués, enfin trop durs, c'est d'être vraiment dans une structure où on est accompagné, dans laquelle on vient vraiment travailler dans les bonnes conditions. Je pense que après vous êtes vachement plus armé en fait pour la suite. Si tu commences à partir sur des plans foireux avec des gars qui t'appellent tu sais pas d'où et tout à coup tu as une super opportunité, il te fait miroiter un super salaire pour faire un setup dont personne n'a entendu parler, enfin dis-toi qu'il y a quand même un loup et que tu vas te faire du mal, quoi. Et c'est dommage de commencer par ça. Il y a souvent baleine sous caillou là-dessous. Ouais, je suis assez d'accord, quoi. Moi, je sais que, par exemple, moi j'ai eu pas mal de clients, alors pas forcément au début, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on les attire. Et puis en fait, au fur et à mesure, au bout d'un moment, on leur dit, on apprend des choses en fait. Simplement, moi je sais que par exemple, j'ai un client qui me disait, bah il y aura ça à faire. Donc moi je faisais un devis pour ça à faire. Et puis en fait, au fur et à mesure dans la semaine, ah bah tiens, il y aura ça en plus, puis il y a ça en plus, puis il y a ça en plus. Ah, c'est une spécialité ça. Ouais. Et alors au bout d'un moment, tu dis, ok, ouais, c'est cool. Bah écoutez, je vais regarder ça, je vous fais un avenant au contrat, et puis je vous refais un devis. On revoit là-dessus. Donc ça, faut être capable de faire ça. Faut quand même le dire, faut le faire. C'est important. Et à partir du moment où tu vois que tu commences à rajouter 2000, 3000 boules en plus, le gars il se calme tout de suite. Il fait, ah ok, ouais, bah oui, c'est du travail, c'est du temps en plus à faire, ça me coûte du temps globalement. Et évidemment, ça a une valeur. Ce travail que vous demandez a une valeur. C'est pas juste rien, c'est pas peanuts. Et donc je me dois d'examiner chacune de vos demandes et de tarifier et de quantifier ces choses-là, quoi. Ouais, mais ça c'est vraiment une réaction de professionnel entre guillemets. Tu sais déjà de quoi tu parles, quoi. Ça se voit que t'as eu clairement affaire à ça et t'as de l'expérience. Ouais. Quelqu'un qui sort vraiment de l'école ou qui a fait vraiment que très peu de contrats et que surtout dans cette galère-là, jamais tu vas le voir dire. C'est violent. Ouais. Non, mais tu vois, il va tout de suite dire oui à toutes les demandes et sans se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est censé être des avenants. Et puis, au moment où il va oser dire mais attendez, là, on n'était pas d'accord sur quelque chose de plus simple, il va dire attendez, tout de suite, il va se prendre l'autre, il va en profiter, il va lui mettre un revers, il va pas comprendre, tu vois. Et donc, si tu veux, c'est là où le problème d'être débutant, il y a des gens qui vont essayer d'en profiter. C'est pour ça que d'être dans une structure simple, dans lequel tu viens juste travailler tous les jours parce que tu es payé pour ça, tu apprends le maximum de choses avec tes collègues, etc. Franchement, il n'y a pas plus sain.
comme univers de Oui, travail apprendre un pour seul métier. commencer. Ouais, Apprendre un seul métier à la fois. c'est ça. Voilà. Apprendre un métier, l'apprendre tout bêtement, enfin, je veux dire, simplement avec les bonnes personnes. Franchement, enfin, c'est la meilleure façon de commencer. Si vous n'avez pas le choix, effectivement, si vous avez une super opportunité, je dis pas de pas le faire. Je dis, méfiez-vous. Soyez juste. Si vous commencez, méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous Et au niveau vraiment. du tarif, là, il est essentiel de voir que vous ne valez pas juste une PS4 ou une PS5. Hein, voilà. C'est juste, l'idée c'est par jour, combien ça me coûte. Globalement, ne choisissez pas des tarifs bidons pour être attractif. Le but du jeu, c'est qu'un jour, vous en viviez de ce métier réellement. Vous n'allez pas toujours vivre comme des gens qui ont vécu. Enfin, un jour, vous voudrez peut-être mettre de la sauce dans les pâtes, en fait. Hein. C'est ça qu'il faudra dire. Et peut-être que vous voudrez manger des pâtes en famille aussi. Ouais, Et ça donc peut. tout ça, c'est un prix en fait, tout simplement. Donc si vous acceptez des tarifs débiles, du genre 100 euros jour, par exemple, hein, je donne un truc bête en freelance, hein, 100 euros jour, je pense que c'est des choses que j'ai pu entendre hein, la plupart du temps. En freelance, ouais, non, c'est débile. En freelancing, ouais. Ceci est, et c'est honteux. C'est Bah, pas il faut possible. 100 peut-être euros, vous expliquer. coupez la part en deux, vous retirez 50 euros, vous mettez tout à l'État. Voilà, il On faut va y mettre expliquer. ta Voilà, il faut grosse expliquer main. pourquoi. Et Parce il vous que, reste 50 balles pour vivre. Il vous reste 50 balles pour vivre pour la journée. en fait, Ça- mais il faut que tu expliques pourquoi. Freelance et dans une boîte, 100 euros, c'est pas du tout Ouais. la même chose. Parce que 100 euros dans Alors, une boîte, c'est pas honteux. 100 euros en non. freelance, c'est honteux. Alors explique. Exactement. Ouais. Alors simplement parce que bon bah quand on est dans une boutique, tout ce qui est lié en fait au, enfin il y a une partie du salaire qui est invisible pour vous, qui est payée par le patron, pour l'État. En fait, toutes les charges patronales, ce sont des choses que vous n'avez pas à gérer. Et bien entendu, vous cotisez également pour le chômage, etc. Là où en freelance, sur l'aspect freelancing, quand on est indépendant, on n'a pas d'allocation chômage, on n'a pas forcément d'assurance maladie, en tout cas pas la première année, et on n'est pas sûr d'avoir du travail tout le temps. Là où un patron et une entreprise sont censés nous apporter du travail tous les jours, ils ont cette obligation légale de nous apporter du travail. Là en freelancing, nous sommes nos propres patrons, donc on se doit de rapporter du travail tous les jours. Mais avoir du travail tous les jours, c'est pas évident, donc il faut tout prévoir. Il y a des choses à payer, l'électricité, les PC, les licences, éventuellement les frais annexes pour les déplacements ou des choses comme ça. Et puis aussi les moments où vous ne travaillerez pas. Donc il faut être en capacité de financer tous ces éléments-là. Mais tout simplement, le contrat, du coup, fait que le contrat est plus cher. Donc, pour vous donner une idée, lorsque vous débutez et que vous demandez 100 euros, alors je vous rappelle, 100 euros, c'est le minimum, c'est le premier contrat sorti d'école. En dessous, c'est de l'arnaque. Donc, vous ne faites pas avoir. Donc, Par 100 En intermittent. Hein. En dessous, c'est le SMIC, quoi. voilà, en dessous, c'est le SMIC. Donc, je parle bien d'être genre en mode voilà, intermittent, En dessous, c'est bûche. dans une boîte, voilà. Donc, si vous devez être en freelance, ce que j'appelle freelance, ça va être auto-entrepreneur, freelance, ou ce genre de choses. Maison des artistes. Vous devez, voilà, maison des artistes, vous devez être, quand vous payez 100 euros dans une boîte en tant qu'intermittent, vous devez au moins demander au moins 220, 250 en tant que freelance, puisque tout ce que vous Moi, avez je suis sur dit... 300. Hein. Je Oui, suis sur 300. voilà. Ouais. J'ai Non, mais c'est- c'est le 300, c'est ce que je dis aux étudiants. 300, c'est minimum. D'accord. Bah du coup, Voilà. voilà, ça vous donne une petite idée d'échelle. Ça va être, on va dire, si vous êtes à 100, vous allez aller entre 250 et 300 en tant que freelance. Donc cette échelle-là, vous devez vous la garder en tête. Il y a un dernier point sur lequel je voulais interagir, une remarque de Nico qui est hyper importante et que je ne me lasse de faire. C'est que, n'oubliez pas que on est dans un métier un petit peu complexe, hein. C'est un métier qui est à la fois du spectacle et un métier qui est un petit peu artistique, avec beaucoup de choses autour de ça. Donc ça veut dire que, comme beaucoup de métiers, hein, on est dans un métier qui fait beaucoup de turnover. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous sous-vendez, donc par exemple moi, imaginons que normalement je suis à 200 euros par jour. Si je me sous-vends à 150 ou à 160 euros pour une prod qui me plaît, par exemple, il y a une super prod, ça me plaît vachement, ils n'ont pas les moyens, ils me disent qu'ils peuvent pas trop, et du coup je dis ok pour 160. Je suis content parce que je vais travailler. Mais en fait, c'est la pire des décisions. C'est vraiment la pire des décisions. Tout simplement parce que non seulement vous êtes payé moins, mais en plus de ça, vous allez faire chuter la moyenne de tout le monde. C'est-à-dire que tout le métier en pâtit.
C'est-à-dire que tous les gens derrière qui vont arriver en disant ben moi je suis à 200, dis oh tu plaisantes, lui il est à 160 et il est bien meilleur que toi, tu plaisantes. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut se méfier de ça, il ne faut pas se sous-vendre. Bien sûr, Alors, il y a une valeur du travail. La valeur du travail, en fait, elle est, pour moi, elle doit pas aller en dessous de 300, tout simplement. Voilà. Non mais là c'est très particulier Ouais. très particulier Ouais. à, Alors je pour du dirais, rig, c'est encore plus, en étant encore plus technique, pour du rig, je pense qu'on peut passer à 400 facile. Oui, non, mais ça dépend à combien tu demandes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Ouais. globalement, ne vous sous-vendez pas, peu importe l'échelle, en fait. Oui, c'est Si, important, c'est important. si vous êtes en sortie d'école, vous savez que 100 euros, c'est le minimum. Tôt ou tard, vous vous faites du mal, de toute façon. C'est ça Voilà, l'idée. et si vous êtes, je sais pas, vous avez 2 ans d'expérience, vous avez fait déjà 5, 10 prods, vous pouvez pas demander moins de 150. Enfin, encore une fois, dans une boîte en tant qu'intermittent. Je parle pas Ah oui, des c'est un intermittent, ouais. auto-entrepreneurs, etc. Ouais, Parce que bon, il faut faire des factures, tout ça. Je vous ouais. conseille pas d'être ça au tout début, c'est toujours un peu compliqué. Il vaut mieux être vraiment dans une boîte, voilà. C'est quand même, ça reste le plus confortable pour commencer à bosser, quoi. Je pense que ça reste le plus facile. Bah, l'intermittence, ça reste le truc le plus cool dans le sens où on n'est pas forcément tenu de rester tout le temps dans une boîte. On peut changer, comme en freelancing. Et puis on a quand même des tarifs qui sont pas ouf. On n'a pas trop de trucs à gérer finalement au niveau prise de tête. Il n'y a pas grand chose en termes de paperasse. Beaucoup moins qu'en freelancing en fait, je pense. Oui, non, mais oui, tout à fait. Puis c'est comme tu le disais, hein, c'est un statut où de toute façon c'est totalement différent puisque c'est toi qui payes tes charges. Ouais. Tu vois, toutes les démarches sont très différentes. Donc, Non, c'est pour l'intermittence, ça reste le meilleur compromis, je pense, globalement, surtout dans l'animation, parce qu'en game, c'est un peu moins évident. Ouais, ça je connais moins le game. Bah, en game, en fait, globalement, moi j'ai pu faire de l'intermittence en game parce que je travaillais en post-production, c'est-à-dire tout ce qui était cinématique et tout ça, ou trailer ou des choses comme ça. Donc ça pouvait passer, mais pendant un petit moment, en fait, l'intermittence c'était réservé uniquement à l'audiovisuel pur, c'est-à-dire animation, cinéma, télévision, etc. Quoi. Ok. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était le moment, pour moi, franchement, en intermittence, c'était le plus confortable, globalement. C'était hyper confortable, pas de prise de tête, ça allait, quoi. C'était cool. Ok, non, mais je pense qu'on a donné les bons conseils pour. En tout cas, on a donné ce qu'on en pense, c'est principal. Benjamin, tu vois que tu as avancé. Est-ce que tu as Ouais. repéré des problèmes? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça va? Il y a peut-être le placement là, de ce pivot-là, qui moi me dérange, mais je peux pas faire autrement si je veux un alignement. Puis on peut voir que cette articulation ici, là, le mesh est un peu décalé. Ouais. Mais bon, c'est pas grave en soi, ça va pas trop déformer. Et sinon, non, il n'y a pas... Pour l'instant, ça ne suppose pas de rechanger les choses en modélisation. Non, là c'est des choses qu'on peut rattraper en rig. Ok. Alors il faut savoir qu'en skin, quand on fait le skin, on peut rattraper pas mal de choses quand même. Je vois beaucoup de gens qui le skin le lâchent assez rapidement, sans trop chercher en fait à régler les déformations, mais voilà, un skin bien fait, on peut régler pas mal de problèmes. On peut faire en sorte, tu vois, ce pivot là, moi me dérange un peu. Ouais. Pour l'ouverture de la hanche, on va dire. Mais l'ouverture de la jambe, pardon. Mais voilà, avec un beau skin, on peut ne pas avoir la différence, quoi. Donc, Ouais. en soi, là pour moi, il n'y a rien à changer. On va pas repartir en modé pour ça, quoi. Bon, ok, parfait. Parfait. Voilà. Ok, bah écoute, c'est nickel. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est super. Merci d'avoir été là, les gars. C'était super. Merci à toi. C'était très très bien. Je remercie tout le monde, tous les gens dans le chat. Vraiment encore merci de suivre. On va essayer d'avancer sur ce projet tous les dimanches, comme d'hab. Le principe, c'est de continuer à avancer jusqu'à ce qu'on fasse le film. Donc ce sera cette année, bien sûr. On va essayer d'après mes calculs, ce sera juste avant l'été qu'on finira. Donc merci à tous, n'oubliez pas suivre la chaîne, c'est gratuit, on appuie sur le petit bouton, c'est super, merci à vous tous. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à envoyer des messages.
Je sais pas si vous avez vu dans le chat, mais il y a des petits messages rapides qui passent. Mais il y a maintenant un Instagram sur lequel moi je mets des petits trucs en plus, pas en plus, mais voilà, je mets des images en plus, je mets des choses, j'annonce des choses aussi. Donc voilà, maintenant il y a un Insta. Aussi sur YouTube, je vais faire des making-of de toutes les vidéos là qu'on fait là en live. Et ben en fait, je vais faire des making-of, donc elles vont durer selon la taille de la vidéo, quoi. Donc par step, je vais faire un making-of, quoi. Donc un making-of pour la DA, un making-of pour la modé, un making-of pour le rig, etc., etc. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis merci. Merci les gars encore. C'était cool. Merci à toi. Merci. C'était cool. Et du coup, on voit, mais on essaie de se voir donc pour dimanche prochain. Je sais pas si ce sera faisable Alors, pour ce sera toi. plus dans 2 semaines. Ce sera plus dans 2 semaines. Donc du coup, ce qui risque de se passer, les gars, c'est qu'on va peut-être voir avec Nico pour la texture et faire une espèce de première passe de texture avec Nico. Je vais essayer d'organiser ça, Nico, avec toi, voir si tu es dispo pour dimanche prochain en live et genre pour faire les prémices un petit peu pour la texture. Et comme ça permettra, tac, on récupérera Benjamin et après on se récupérera. Tu vois, ça permettra de faire un petit aller et venu, ce qui peut être sympa aussi sur la chaîne pour pas faire que du rig d'un coup, tout ça et tout ça. Voilà, donc on se dit quoi? Tu me dis Nico, on s'appelle. Voilà, et je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt. Tchuss, salut, bye bye, bye bye, bye.